Cet hebdo, édition du dimanche 31 octobre 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. 24 octobre 2020, 7 élèves, soit 100 filles et 2 garçons, sont tués au complexe scolaire privé Moda Francisca International Bilingual Academy situé à Kumba. Selon les récits glanés, les assaillants, habillés en civil, armés de machettes et d'armes de guerre, auraient fait irruption à bord de motos. Le gouvernement accuse les séparatistes et ces derniers accusent le gouvernement d'utiliser de faux séparatistes pour leur attribuer ce crime. Inculpés pour terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection, meurtre et possession illégale d'armes à feu. Le tribunal militaire de Boyé a prononcé la condamnation à mort par fusillade sur la place publique à l'encontre de 4 personnes présentées comme des acteurs du massacre. On en parle. On parlera également de cette photo abondamment partagée ces derniers jours sur les réseaux sociaux. L'image présente un homme visiblement affaibli par la maladie avec des menottes sur les jambes tandis que sur l'un de ses bras est disposée une perfusion. Selon des informations, Oufo Maurice, de son véritable nom, sera un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellé à la suite des marches blanches organisées par ce parti au lendemain de l'élection présidentielle de 2018. Et pour sortir de cette émission, l'état de nos villes, Douala et Yaoundé, nous interpelle. Les 2 capitales politiques et économiques du Cameroun sont en effet envahies par des tas d'immondices, conséquence du mouvement d'humeur mené depuis quelques jours par les travailleurs d'Isaka, même si on annonce que la situation commence à se rétablir dans la capitale politique du Cameroun. Donc, on parle de tous ces sujets avec vous. Samuel Motte, vous êtes expert comptable, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Accessoirement député et communicant du RDPC. Accessoirement député. Ah, vous n'avez pas voulu le souligner, donc je le fais à votre place. Merci d'être avec nous, Samuel Motte. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je voulais également saluer les collègues communicants qui sont également sur notre plateau. D'accord. Avec vous, on reparle des opérations de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, à la proclamation des résultats dans le CAM, on vous a vu pour le moins très en colère après votre défaite. La question, c'est justement, qu'est-ce qui a motivé cette grosse colère? Est-ce que vous vous êtes fait déjà votre... Écoutez, c'est une consultation interne, n'en faisons pas cas, même si les réseaux sociaux aujourd'hui nous aident à tenir... C'est certainement l'un de vos camarades non, qui a mis la vidéo il y a un certain nombre de choses certainement qui n'ont pas marché. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Non, mais je veux dire, une fois que c'est sur la place publique, on a quand même le droit d'en parler. Oui, j'en parlerai bien plus tard, mais vraiment bien plus tard, parce que je suis un militant convaincu de RDPC. Je suis là également... Je peux également espérer qu'il soit responsable de RDPC. Et donc, il y a un certain nombre de choses également qui peuvent nous faire défaut à l'intérieur. Mais également, c'est l'apprentissage également de la démocratie qui est fait ainsi. Parce que quand j'entends un certain nombre de mes camarades pleurnicher sur un certain nombre de choses qu'on leur fait qui les paraît tout à fait désagréables. Ouais, tout à l'heure que tu t'en souris. Il n'en reste pas moins que... Même que le sourire, il est revenu après des jours. Ce jour-là, vraiment, on était... Non, il n'était même pas en colère. Non, j'étais vraiment pas en colère. Vous avez certainement dans cette image-là, si vous voulez absolument qu'il la connecte, qu'il la commente. Je suis tout en... Vous revoyez mon dos. Mon dos, il est tout mouillé. Mon dos, il est tout mouillé tout simplement parce qu'il vient de faire un bain ski de 20 km. C'est ça également l'engagement militant. C'est-à-dire que lorsque vous décidez d'aller faire la politique au village, vous devez également fonctionner avec l'environnement du village. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de transporter des militants qui malheureusement ont été privés du droit de vote, mais ce n'est pas ça le plus grave. Mais là, je suis bien obligé de faire la moto parce que les pick-up sont partis prendre... Mais il n'en reste pas moins que les dysfonctionnements, ils pourraient en résister. Ce que vous devez écouter, elle est là. Nous devons prier que chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements qui arrivent, qu'on ne perde pas ce droit de recours-là. C'est le droit de recours qui fait vivre. Ce recours-là, effectivement, on peut l'exercer. Et même si en faisant le recours, la justice des hommes ne vous rend pas justice, vous avez également une justice... En votre avis, qu'est-ce qu'elle joue à votre défaveur? Non, il n'y avait rien de défaveur. Mais je veux dire que si vous avez perdu, ça veut dire que quelque chose a joué. Je n'ai perdu aucune élection. Je n'ai perdu aucune élection. Je voudrais m'arrêter là. Vraiment, je n'ai perdu aucune élection. Je suis dans un champ politique où très souvent, effectivement, il y a de l'adversité qu'il faut avoir. Entre cette adversité-là qui est d'ordre personnel et puis l'équilibre du parti qui doit être maintenu, je suis un responsable de premier plan, je peux l'espérer. Je préfère également que la structure du parti puisse fonctionner. Dans ce cadre-là, effectivement, il faut clore ce débat-là qui n'a pas de raison. Ça veut dire que vous ne reconnaissez toujours pas votre défaite, Samuel Motte. Si vous dites que vous n'avez perdu aucune élection. Je crois avoir répondu à cette question-là. D'accord. Alors justement, comment est-ce que vous avez accueilli, vous avez parlé tout à l'heure du droit de recours, comment est-ce que vous avez accueilli le communiqué du secrétaire général du comité central, président de la commission centrale, qui dit justement, qui déclare définitivement élu tous
les élus. En d'autres termes, Jean Kuité renonce au tribunal des accusations, des fraudes. Vous serez attendu à ce que je commence à l'agresser parce qu'il a fait cette phrase-là. Non. Là, mais également, comment est-ce que vous, attendez, je vais vous raconter une autre histoire pour ne pas être focus. Nous sommes en 2007 également, dans le cadre d'une bataille de renouvellement, non pas de primaire RDPC, et à un moment donné, on commence à faire des recours. J'ai un responsable administratif de premier plan du département qui vient me voir 6 ans après, non, 2 ou 3 ans après, qui me dit Samuel Dedemotte, mais je ne comprends pas votre attitude vis-à-vis de moi. Est-ce que vous savez que dans le cadre de votre bataille de 2007, là, est-ce que vous savez que j'ai arbitré contre vous? Je lui dis, excellent, oui, je le sais très bien, parce que de toutes les façons, il y a une décision à prendre. Après, maintenant, la décision peut être favorable et non, ou défavorable. On n'en sera pas par la suite des ennemis. Le secrétaire général a sorti un communiqué qui tient également compte des contingences. Parce que là également, une structure comme le RDPC, elle est lourde à manager. Ça également, il faut l'intégrer. Nous avons à peu près 360, pas à peu près 360 sous-sections à l'intérieur. Vous pensez très bien que si on commence à se pencher sur tel ou tel incident également, on s'en sort. En fait, pas. Ça veut dire que là, vous êtes résigné aujourd'hui. Votre attitude, c'est la résignation. Vous avez accepté. Quelqu'un qui est résigné ne sourit pas. D'accord. Pour sortir, on se serait tout de même attendu à ce que le RDPC prenne ses responsabilités dans ce communiqué-là. Je veux dire, en dénonçant tout au moins fermement tous ceux qui ont troublé l'ordre public et détruit les biens de l'État. Non, ça a été fait. De façon ferme. Par contre, je peux vous assurer qu'en ce qui concerne les dysfonctionnements, c'est ça également non, le je veux cadre dire, du dans parti. le communiqué du secrétaire général. Non, ça a été mentionné. Mentionné, justement. Mentionné, en une ligne, en passant. Oh, mentionné en une ligne, je vais vous donner une garantie, c'est ça que vous cherchez. D'accord. La plupart des gens qui ont fait en sorte que ce système-là ne marche pas très bien avec une circulaire qui avait été élaborée, bien réfléchie, bien mûrie, qui n'ont pas fait. Là également, on a un conseil de discipline. Là également, ce serait une autre forme de sanction. Parce qu'entre reprendre une élection quelque part et puis savoir en disant de toutes les façons, on essaie de prévoir un certain nombre d'équilibres, mais de toutes les façons, il y a une décision qui a été prise par la suite. Et il faut savoir là où on trouve le juste milieu. Moi, je ne suis pas, écoutez-moi bien, là aussi, je vous parle avec vraiment beaucoup de détachement. Si je suis fait la politique au village, je ne la fais pas en ville. Vous voyez très bien la contrainte que ça peut nécessiter, mais je veux également être auprès des populations. Parce que l'idée, pour moi, de mon engagement, au-delà d'être derrière pour pouvoir défendre l'idéal qui est le sien, c'est également de montrer aux populations qu'il y a des gens qui peuvent se mettre de manière altruiste pour pouvoir mener les combats. Justement, vous avez parlé tout à l'heure Ces combats-là, je peux les mener en étant président de section, je peux également les mener. Et puis, vous avez bien vu, j'ai également la faveur aujourd'hui d'être député. Vous avez justement parlé tout à l'heure des routes. Bon, c'est vrai qu'on pourrait parler du cas de Yabassi pendant toute la journée, parce que vous avez justement mentionné l'état des routes qui vous a valu toute cette grosse transpiration. Je veux dire que c'est une question qui depuis mais c'est pour ça Léla que je ne fais pas la depuis des années Je suis établi à Douala depuis 1980. Oui. Ça fait combien 41 ans aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on peut considérer également que mes repères au village, je les ai perdus. Non, je préfère faire cette politique-là au niveau du village. Ce serait tellement plus agréable ici que je ferai avec un certain nombre de gens qui sont établis dans la ville. Je préfère aller au village parce que je peux aider à cela. Maintenant, aidant à cela, je n'ai pas dit aux populations qu'ils aient rapport de goudron. Mais pour ce qui est d'aménager une route pour qu'elle puisse être raclée, pour qu'elle soit circulable, je pense que j'ai une compétence à la matière. Et pour les 2 ans que j'ai passé à l'Assemblée nationale, j'ai eu, sur la base des dossiers que j'ai monté, un certain nombre de financements qui me donnent beaucoup d'espoir. D'accord. De toutes les façons, il vous reste quoi 3 ans donc, 3 ans. Il faut prier Dieu pour que le mandat soit renouvelé. Non, je veux dire, on verra tout d'abord ce que vous avez fait. C'était une blague. D'accord. Merci Samuel Motte d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit Charles Dicam. Il est militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Bonjour Monsieur Dicam et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Léla, qui vous remercie de m'avoir convié à cette rencontre fraternelle, puisque c'est le vocable à la mode. Je salue tous mes companélistes ainsi que vos très nombreux téléspectateurs. Je ne saurais ne pas saluer ceux des miens qui malheureusement jusque-là sont encore embastillés pour des raisons qui de moins en moins en valaient la peine. Un salut particulier du côté de l'hôpital La Quintigny. Bon courage et meilleure santé à celui-là. Alors, je vous ai vu sourire tout à l'heure quand Samuel Motte essayait de commenter sa vidéo. Vous l'avez également vue? Vous l'avez reçue, cette vidéo? Oui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce que cela m'a inspiré? Oui. Rien de particulier, puisque j'ai quand même le privilège et l'amitié de le fréquenter
hors des plateaux. Oui. Je commence à connaître un petit peu l'homme. Non, il est... comment dirais-je? Il a, je pense, eu la distance nécessaire dans ce type de situation. Il l'a dit en résumé dans ses propos. Ça se réglera où ça doit se régler, mais ce qui arrive ailleurs arrive aussi chez eux. Ah, justement, c'est bien ce que je me suis dit. Mais, que vous avez dit bien faire. ce sont des Camerounais. Personne ne peut se départir de cela. Je le dis souvent, même dans ma famille politique, il y a des gens qui ont des réactions du camp d'en face, mais ils sont nés où? Ils sont nés dans un environnement dont il faut tenir compte. Alors, avec vous, on commente la dernière sortie de Maurice Kamto, justement au sujet des élections à venir. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette sortie-là? Si je dois en donner ma propre lecture, il faut comprendre de ce communiqué. Comme il me plaît de le dire des fois, je me bats déjà pour moi-même, pour mes enfants, pour ma famille mononucléaire, afin que tout cela connaisse un Cameroun nouveau et meilleur. J'essaye, quand je suis par exemple sur un plateau, au travers des idéaux de mon parti, de communiquer cette envie aux autres Camerounais, mais je ne serai jamais à la place des uns et des autres. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Ça veut dire que c'est bien de parler, c'est bien d'être sympathisant, mais à un moment donné, il faut être militant. Et quand je dis militant, c'est pas au sens strict du parti politique. Quand j'entends des gens dire « je ne fais pas de politique », c'est faux, tout le monde fait de la politique. Tout est politique. Donc chacun à son niveau a le devoir, pour ce pays, de faire sa part de politique. C'est-à-dire de ranger déjà devant sa porte, de nettoyer devant sa porte, et ensuite de prétendre dire à l'autre « écoute, si nous nous mettions ensemble pour ranger dans le quartier ». C'est de cela qu'il est question. Donc que les Camerounais enfin fassent prévaloir leurs droits, tout simplement en s'inscrivant sur les listes électorales. Ça va être ouvert bientôt. Et en allant faire leur choix, opérer leur choix et surtout imposer celui-là le moment venu. C'est de cela qu'il est question. Il est question également que d'aucuns qui pourraient être animés par des ambitions illégitimes, donc à passer par un autre process que celui que nous connaissons et celui qui est défini par la Constitution, se ravise très vite, très vite, très vite. Parce qu'il ne sera pas question de passer par un autre chemin que celui que nous connaissons tous, et cette fois-ci bien balisé. C'est en résumé ce que le professeur Maurice Kamto veut dire. Merci Charles Dikam d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, le docteur Aristide Bitonga. Bonjour, il est militant du PCRN. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Accessoirement président du bureau politique du PCRN. On n'en fait pas cas. D'accord. Merci pour l'invitation qui m'est faite. C'est vrai que ça fait presque 4 à 5 mois que j'avais fait ce break volontaire. Parce que j'estime que la meilleure politique, et comme l'honorable Motte le disait, c'est le terrain. Et donc je considère que pour moi, un acteur politique véritable, c'est celui qui est sur le terrain, qui est au contact des populations, qui recueille leurs avis et qui leur propose quelque chose qui est en cohérence avec les aspirations et les attentes des populations. Et donc, inscrit dans cette logique-là, je suis de moins en moins celui qui est présent sur les plateaux de télévision à discourir à longueur de journée quand on sait que c'est pas ça effectivement qui va amener les Camerounais dans leur grande majorité, comme il a dit, à devenir des militants qui peuvent véritablement s'engager, à porter une cause et à la défendre de manière valable. Donc moi je dis merci à Maokol, qui est le patron de la com au PCRN, qui a dû vraiment faire des pieds et des mains pour me convaincre d'être là, parce que je ne voulais pas être là, mais il m'a dit, en tant qu'officier de réserve, le parti vous appelle et j'ai dû me soumettre. Merci. Officier de réserve. Alors, parlez-nous justement du livre qui vient de paraître, le livre de votre leader sur le fédéralisme communautaire. Je crois que c'est le modèle de gouvernance que vous prônez. Non, je pense que les Camerounais, comme à leur habitude, sont champions de lire les lettres dans les enveloppes. Ça se dit dans ma communauté du côté de Kribi. Et c'est l'attitude qui est observable devant les kiosques à journaux, où vous voyez des gens à longueur de journée regardent les unes et vous disent le contenu des journaux. Fort heureusement, vous êtes là pour faire la lumière sur cette sur ce concept. Et donc, je savais que mon invitation à ce plateau avait entre autres éléments, à venir parler d'une certaine manière de ce livre qui, effectivement, sort dans quelques jours. Mais c'est important pour moi
au-delà vraiment de toute la distraction qui se lit dans les réseaux sociaux, ramener chacun chez lui, chasser ici, tous ces autres-là. Mais c'est important, j'en viens. Parce qu'il faut d'abord dire ce que les gens disent et pouvoir donc apporter la vérité des faits. Sauf qu'en disant ce que les gens disent à la maison, quelqu'un peut choisir de retenir justement. Ah, mais qui retiennent ça? Et moi, je serais très content parce que c'est ça même qui a tué ce pays. C'est-à-dire, on a laissé la parole à des personnes qui n'avaient pas qualité pour parler. Et c'est eux qui ont donc passé le temps à abrutir les Camerounais et qui font qu'aujourd'hui, quand vous avez même des personnes qui disent sur les plateaux de télévision, ces personnes sont battues en brèche parce qu'effectivement, on a laissé le lien à ce genre de process. Qu'est-ce qu'il faut retenir du fédéralisme communautaire? Voilà. C'est d'abord parti du contexte même de la naissance du fédéralisme communautaire. Nous sommes à quelques encablures du grand dialogue national où vous vous souvenez, la plupart des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et même ceux qui n'étaient pas représentés avaient été d'une certaine manière invités à la primature pour pouvoir effectivement donner leur accord de principe pour participer à cette grande messe. Et donc pendant que ça se discute au sein du PCRN, Cabral Liby dit, mais les gars, on va là-bas pour dire quoi? On va là-bas pour faire quoi? Donc, à travers cette question, il était question que nous allions à ce grand dialogue avec quelque chose qui sortirait des sentiers battus de ce que les autres allaient dire. Parce qu'on savait que des grandes messes comme celle-là, si vous n'avez pas une idée innovante, vos propositions vont être diluées dans la grande masse des informations. Vous vous souvenez même qu'avant que le grand dialogue finisse, il y avait même un rapport déjà de fin du grand dialogue qui circulait avant même le démarrage même du grand dialogue. Et donc, je ne veux pas penser que l'idée du fédéralisme communautaire naît uniquement du besoin. Mais je vous explique, je pense, de par ma profession d'enseignant d'université, je privilégie généralement l'anamnèse. Il faut que les gens connaissent là où on est parti pour comprendre où est-ce qu'on en arrive. Et donc nous on se dit, la crise anglophone qui est au centre de ce grand dialogue, elle n'a rien d'une crise sécessionniste, et Cabral l'a dit régulièrement, elle est une crise autonomiste. Autonomiste parce que les frères de la zone du nord-ouest et du sud-ouest estiment que dans la forme actuelle de gouvernement, ils ne se reconnaissent pas parce que tout est centralisé au niveau de Yaoundé. Et tout le monde flanchait pour le fédéralisme. Sauf que nous, on se dit, oui pour le fédéralisme, mais quel fédéralisme? Vous vous souvenez que d'autres parlaient du fédéralisme à 2 États, c'est-à-dire anglophone, francophone, et d'autres parlaient d'un fédéralisme à 10 États. Sauf que nous nous disons, le fédéralisme que nous proposons, lui, il va s'appeler fédéralisme communautaire. Pourquoi fédéralisme communautaire? Parce que les revendications sur lesquelles les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest s'appuyaient reposaient sur un héritage colonial, une affaire de langue. C'est-à-dire, nous qui avons été colonisés par la France, nous sommes des francophones, et ceux qui ont été colonisés par les Britanniques sont des anglophones. Sauf que nous nous disons, avant que la colonisation se mette en place dans notre pays, les Camerounais existaient déjà. C'est-à-dire que nous avions déjà un mode de vie, un mode de fonctionnement. Et donc nous nous disons, mais on ne peut donc pas vouloir construire une nouvelle république sur la base de cette fondation fausse qui est celle d'il y a 60 ans où des étrangers sont arrivés et nous ont imposé un modèle. Et nous disons, non. Ce ne sera pas un fédéralisme sur la base de la colonisation, mais un fédéralisme sur la base d'un certain nombre d'éléments anthropologiques. Et c'est comme ça que la notion de communauté que nous présentons dans le cadre de l'ouvrage n'a rien à voir avec ce que j'entends, la tribu avec l'ethnie, non. Et Cabral l'a dit la semaine dernière, c'est l'avantage. Quelle est donc cette notion de communauté? Mais alors, je l'explique. Qu'est-ce qu'on met dans Et là, vous avez un ancien d'anthropologie qui est devant vous. Oui. La communauté renvoie à un groupe de personnes. Unis par quoi, justement? Unis par un certain nombre de variables. Et Cabral dit, dans le cas qui nous concerne, et dans le cas qui nous concerne, Cabral inclut dans la communauté, parce que quand vous dites Bamileke, Bamileke est bien une communauté, ce n'est pas une ethnie. Et quand on dit communauté Bamileke, ça rassemble l'ensemble des ethnies qui constituent la communauté Bamileke. Ça, je ne vais pas refaire ce débat parce que ceux qui en parlent parfois sans maîtriser le sujet. Je dis la communauté Bamileke veut dire ce qu'elle veut dire. Non, je veux dire, allons-y, passez. Quand vous dites unis par un certain nombre de variables, j'explique donc, c'est quoi ces variables? Quand vous êtes à Douala et que vous parlez mal d'un Bouddha, le Banganté qui n'entend pas ce que le Bouddha dit se sent d'une certaine manière comme interpellé. Oh, vous ne parlez pas du Bafang, vous parlez du Bouddha. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la communauté Bamileke, il y a un sentiment d'appartenance qui est lié à un certain nombre de choses. Les éléments géographiques,
les éléments anthropologiques, les éléments sociologiques et également un certain nombre d'éléments en termes d'intérêt, en termes de destin commun partagé. Et donc, c'est ça qu'il faut intégrer dans la communauté. Donc, quand on dit la communauté Tika, les Tika savent de quoi il s'agit. Quand on dit la communauté Sawaland, ils savent de quoi il s'agit. Quand on dit la communauté Beti, ils savent à quoi renvoie la communauté Beti. Donc, ce n'est pas une invention lorsque nous le disons. Sauf que Kaba dit, dans cette communauté que nous voulons, fédérale, parce que je suis très amusé quand des gens parlent de fédéralisme, mais disent que le fédéralisme veut dire diviser. Il me semble que fédérer, même si on n'a pas fait l'école, fédérer veut dire mettre ensemble. Sauf qu'il y a le terme communautaire qui vient. Je veux dire où se situe la limite entre ce que vous proposez et le repli identitaire? Ah, mais je suis très amusé. Je suis très amusé. Qu'est-ce que vous mettez dans le repli identitaire pendant que nous y sommes? Je crois qu'il faut qu'on s'accorde là-dessus. Vous aurez l'occasion de réagir. Nous sommes dans une proposition politique qui est à cheval avec ce que le RDPC, depuis 40 ans, peine à implémenter, qu'ils appellent la décentralisation. Et nous disons, pour aller vers cette décentralisation aboutie, l'enjeu aujourd'hui, c'est de fédérer dans un premier temps les communautés, de rendre plus fortes ces communautés, et puis maintenant aller donc vers cette intégration qui aujourd'hui apparaît comme un miroir aux alouettes. C'est-à-dire, on parle de vivre ensemble, mais à la réalité, il s'agit de vivre en faisant semblant d'être ensemble. Parce que les Camerounais ne se connaissent pas. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a 60 ans à Douala, mais il ne peut rien vous dire de la communauté d'accueil qui est la communauté. Vous pensez qu'une fois rendues plus fortes, les communautés auront encore besoin d'aller côtoyer d'autres communautés? Mais on ne vit que grâce au contact. Une communauté qui n'emprunte pas, une communauté qui ne change pas avec les autres, elle est appelée à disparaître. Ça, c'est le principe de base de toutes les sociétés. Sauf que vous allez en supposition. Parce que même si vous avez le plantain chez vous, il va falloir forcément que vous allez chez le voisin qui a la viande, chez le voisin qui a le poulet pour pouvoir agrémenter votre plantain. On parle beaucoup de tribalisme en ce moment, des gens qui... Alors, oui. Pour ne pas faire un focus là-dessus, oui. Tribalisme vient de tribu. Et la réalité sur laquelle les Camerounais parlent de tribalisme n'a rien à voir avec la tribu. C'est pour ça que je vous ai dit, les sorciers ont pris en otage la science et ont laissé prospérer un certain nombre de concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité sociale ou sociétale qu'on veut mettre en évidence. Parce que si quelqu'un vous dit, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, et quelqu'un parle de tribalisme, mais le Bamileke, ce n'est pas une tribu. Et donc, ayons le courage d'appeler les choses par le nom qu'elles désignent. Vous comprenez un peu? Et l'avantage avec l'ouvrage qui sort la semaine prochaine, c'est qu'effectivement, nous allons sortir de cette hypocrisie qui, depuis 40 ans, a amené les Camerounais à vivre côte à côte, mais sans se connaître. Pourquoi je le dis? Oui. Moi, j'ai fait Bruxelles une partie de mon cursus universitaire. Quand vous arrivez à l'aéroport des Aventaines, vous êtes présentés comme des Camerounais. Mais il suffit que votre frère camerounais, je dis n'importe quoi, qui est du Nord, s'écarte de vous. Et le Belge qui est là vous demande, mais votre frère là, parlez-moi un peu de lui. Vous vous rendez à l'évidence que, a priori, nous sommes présentés comme des frères. Ce concept qui ne veut rien dire. Mais qui, lorsqu'on te demande, donc, parle de ton frère du Grand Nord, tu te rends compte que tu ne le connais pas. Et c'est un problème important dans le chantier de l'intégration nationale. Une intégration nationale réussie passe par la connaissance d'abord des communautés entre elles et la connaissance des communautés maintenant. C'est un sujet. Et donc j'interpelle les Camerounais dans leur grande majorité à acquérir l'ouvrage. Et moi, je reviendrai dans des plateaux un peu plus sérieux où on discute des idées et non des c'est moins sérieux. Parce que le problème des Camerounais, c'est que quand le projet est porté, non, je ne parle pas de ce plateau, je dis ce qui se dit dans les groupes WhatsApp et autres là. Quand le projet est porté par un certain type de personnes, il a toute l'attention de la planète. Et vous vous souvenez que le professeur Joseph Ona, il y a quelques années, avait théorisé sur une alternance politique au Cameroun qui reposait sur les communautés. Sauf que ça avait été accueilli parce que, disait-on, c'est un professeur qui porte l'idée. Mais comme c'est Cabral, fils de pauvre, il n'est rien, il n'est qu'un petit député. Et donc cette idée peut être battue en bref. Mais Cabral vous demande depuis 2017 que les idées qu'il porte sont des idées assises sur des docteur Aristide Bitouga. À côté de vous, le Sénacom de l'AFP, Auriel Tchoubi, qui s'impatiente justement. Bonjour Auriel Tchoubi, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien. Et celui de l'AFP, naturellement, merci de nous convier à cet échange fraternel. J'ai écouté, j'ai écouté amusé le docteur Bitouga, et les Camerounais comprennent
fort heureusement qu'ils ne parviennent pas eux-mêmes à expliquer ce que ça veut dire fédéralisme communautaire, parce qu'en réalité, ça ne veut rien dire. Vous voyez qu'il a parlé pendant près de 15 minutes. 15 minutes a tout dit sauf rien du tout. J'ai fait mon chrono. 15 minutes a dit aux gens, le Bamileke a fait ci. Est-ce que, j'ai envie de lui rappeler que le Français qui arrive à l'aéroport international de Douala et qui est écarté de son frère, lui, Parisien, ne saurait absolument rien dire du Marseillais. Ah, vous racontez, Il ne faut pas inventer des choses. Le communautaire... Vous racontez des absurdités. Vous avez parlé de plateau sérieux. Je vous exhorte à être un peu sérieux. Tout le monde vous a écouté quand vous parliez. Docteur C'est parce qu'en réalité, vous comprenez, il ne peut pas débattre. Et il demande à parler sur des plateaux sérieux. Docteur Aristide Bitouga. Le communautarisme... Docteur Aristide Bitouga, vous avez remarqué... Communautarisme et communauté. Docteur Aristide Bitouga, vous avez remarqué que quand vous aviez... Voilà, quand vous aviez la parole, ils s'impatientaient tous, mais ils sont restés à vous écouter. Allez-y, Oriol Tchoumi. Le communautarisme, c'est la tendance à faire prévaloir. Il faut mettre ce verbe-là. La prévalence. Faire prévaloir les spécificités d'une communauté au sein d'un ensemble social plus vaste. Le PCRN est en train de demander de faire prévaloir les spécificités des Babichois ou des Bamileke dans un ensemble plus vaste. Les spécificités des Nkamwa dans un ensemble plus vaste qu'est le Cameroun, ça veut tout dire sauf rien du tout. Je voudrais vous dire que quand on dit, vous pouvez dire là par exemple que M. Mot est Yabassien, à côté, il sera libre de vous dire que Yabassien, même que vous dites, mon village est deux. Peut-être de Béouang, peut-être deux, peut-être deux, peut-être deux. Donc en réalité, communauté yabassienne voudra tout dire, sauf rien du tout. Mais qui vous a parlé de communauté yabassienne? Vous comprenez que... Qui vous a parlé de communauté yabassienne? Vous avez parlé de communauté Bamileke. J'ai parlé de la communauté Sawaland. Lui, il sait de quoi je parle. Est-ce que vous pouvez avoir l'aimabilité d'apprendre des bonnes manières? Vous êtes sur un plateau de télévision, M. Bitouga, et vous êtes enseignant d'université. Nous puissions nous exprimer. Vous êtes enseignant d'université. Non, vous êtes enseignant d'université, M. Bitouga. Ne distribuez pas de points. Et je suis content que M. Famen Dongo regarde cette émission et comprenne qu'il ne devrait pas avoir des indisciplinés à l'université. C'est ça que vous enseignez aux enfants. Je croyais que c'était le débat, c'était pas... Docteur Aristide. Allez-y, Oriol. Il a parlé de communauté Bamileke. Voilà. Je suis Bamileke, mais ça veut dire quoi? Je suis notable Babichois. Est-ce que vous savez que mon arrondissement d'origine, qui est Tonga, à Baloa, Bandunga, Mbodi et tout le reste, et on ne parle pas tous la même langue. C'est-à-dire que vous arrivez à Tonga, si le Babichois parle, le Bandunga n'entendra pas ce qu'il est en train de dire. Et vous parlerez de communauté Bamileke, ça veut tout dire sauf rien. Quand je quitte Banganté, je vais chez le Bafang parle, je n'entends pas ce qu'il dit. Vous direz que nous avons la manière dont on a intronisé le sultan roi des Bamoun. Ce n'est pas la même manière avec laquelle on va introniser le roi des Bamendjou. Et vous dites qu'ils sont une communauté en quoi? Il n'y a pas de communauté Bamileke, ça veut tout dire sauf rien. Donc, ce n'était pas en quelque sorte le sujet pour lequel je voulais m'appesantir. Je voulais simplement attirer l'attention des Camerounais qu'il ne faut pas se laisser berner. Vous avez dit que le livre est déjà sorti. Lui, il dit que le livre sort la semaine prochaine. Ce que je retiens, c'est qu'on a déjà lancé une fois encore des momos et des OM pour demander aux Camerounais d'acheter un ouvrage. C'était encore, je crois que c'est 11 000 francs. C'était 11 millions d'inscrits, c'était pareil. On demandait aux gens de souscrire. Donc vous comprenez qu'en réalité, vous-même, vous ne savez pas si cet ouvrage va paraître. Parce qu'il voudra tout dire sauf rien. Un autre militant du PCRN a voulu défendre en disant, prenez le cas de l'Inde. Mais l'Inde a le sous-continent et la Mongolie. Vous voulez comparer un État qui a à peine 2-3 communautés, de vastes communautés, à un État, une république, une nation comme le Cameroun, où je viens de vous dire que quand il dit Sawa, Sawa veut tout dire sauf rien. Voilà la vérité. Parce que dans cet ensemble-là, vous aurez un X, vous aurez un Y, vous aurez, et qui n'auront pas des mêmes spécificités socio-culturelles. Et ces spécificités, on met dans le communautarisme la prévalence. C'est-à-dire faire prévaloir les intérêts d'un X à ceux d'un Y.
Allez-y, Ça veut tout dire, sauf la République. Allez-y, Samuel, je vous ai vu prendre des notes sur le fédéralisme communautaire. Oh non, non, pas spécifiquement de notes, de petits points comme ça que j'ai voulu souligner, que j'ai suivi également avec beaucoup d'amusement. Le drame du PCRN, effectivement, c'est qu'ils sont à la course d'une unité innovante chaque fois. Et très souvent, il y a comme l'impression qu'ils vont être pris dans une spirale à un moment donné où ils auront de la peine à s'en sortir. Quand je le suis, effectivement, mais je veux dire, le discours qui me tient, c'est le discours des amphithéâtres. C'est-à-dire qu'il faudra bien qu'on aille nous renseigner, nous faire renseigner de qu'est-ce qu'une tribu, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la tribu. Et ça n'a rien à voir avec la vie concrète pour laquelle vous êtes demandé d'apporter un certain nombre de solutions. Mais il voudrait également revenir, parce que là, en plus, quand on vous dit vous consacrez un repli, de mon point de vue, le fédéralisme lui-même, en lui-même, est un catalyseur de repli. C'est-à-dire qu'on dira, oui, mais à l'intérieur d'une communauté nationale, quand on dit je suis Camerounais, c'est un repli nationaliste que l'on émet sur la place du Conseil des Nations en disant par rapport à l'Afrique, j'ai une revendication identitaire qui me porte à croire que je serai plus Gabonais que Camerounais. Donc vous ne pouvez pas y échapper. La difficulté, parce que c'est pour ça que j'ai voulu essentiellement réagir, c'est de dire effectivement au-delà de ce primordialisme, effectivement que pour moi je conteste, y compris la décentralisation. On l'a fait effectivement parce qu'il y a une donne politique qui fait qu'on pense qu'en rapprochant les ressources des individus, on pourra peut-être mieux être un peu plus efficace, être un peu plus pertinent dans la réalisation d'un certain nombre de projets. Mais la société camerounaise, c'est pour ça effectivement quand vous dites entre l'Inde et le Cameroun, c'est vraiment deux concepts ou alors deux environnements différents. Le cas, il nous prend également en grippe sur le fait que depuis 25 ans, on n'a pas réussi à le faire. C'est parce que également les gens qui sont là et qui dirigent le Cameroun aujourd'hui ont un certain nombre d'informations que nous n'avons pas. Il y a un truc que j'ai posé comme débat, mais là également qui va faire en sorte qu'il va prendre sur moi une levée de bois vert. Lorsqu'on commence à faire même, y compris même les concepts de communauté, la décentralisation telle qu'on l'implémente aujourd'hui, il y a un concept, 2 ou 3 d'ailleurs, qui vont tous nous mettre ici en désaccord. La première chose, qui est-ce que vous mettez dans telle ou telle communauté? Quel est le territoire que vous lui donnez à telle ou telle communauté? Vous allez vous retrouver à un moment donné entre une décentralisation à géométrie variable. Vous allez avoir des États sanctuaires, vous allez avoir des États en partage. Douala, par exemple, aujourd'hui, c'est un État en partage. Yaoundé, ça l'est également. Garoua, ça pourrait également l'être. Mais vous avez également des États pour lesquels, d'où également cette idée-là qui a germé dans le cadre effectivement de cette conférence. Comment est-ce qu'on assure la représentation à l'intérieur des États en partage? Là, on n'est plus d'accord du tout. Donc, commencer à citer ce genre de conseil-là, effectivement. De la même façon, lorsque vous parlez de l'équilibre régional, on sera d'accord sur le fait qu'il faut faire la décentralisation ou la régionalisation ou le fédéralisme. Mais après, maintenant, quand on commence à citer ces gens qu'un certain nombre de personnes considèrent comme étant des chiffons rouges, là, on n'est plus en accord. De la même façon, aussi, l'autochtonie et l'allogénie. Comment est-ce que vous le traitez? Et c'est pour cette raison-là que je pense effectivement qu'à un moment donné, on a été pris en grippe. Dans le cadre de notre développement, on essaie de lâcher de l'Est. Ce qu'il faut suggérer, ce qu'il faut souhaiter, c'est que d'ici à 50 ans, c'est-à-dire à l'horizon de nos enfants, nos 2 petits-enfants, qu'on n'ait plus à imaginer ce genre de choses. Que l'on puisse délocaliser un certain nombre de ressources en disant qu'à l'intérieur, par exemple, d'une collectivité territoriale décentralisée, on serait plus proche des populations pour savoir leurs besoins et donc pour pouvoir demander une allocation budgétaire la plus appropriée pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça se peut se comprendre. Mais cette histoire-là, qu'on pense qu'on peut partitionner le Cameroun à un moment donné, ça me semble totalement désagréable et inopérante. L'autre chose également, attendez, oui, je vais terminer là-dessus. Même s'il y a un certain nombre d'historiens qui nous ont fait remarquer justement que la notion de décentralisation, même dans des constitutions antérieures, je voudrais vous rappeler qu'on a commencé à en parler de manière la plus violente et la plus rude lorsque nous avons eu cette histoire-là de conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, ont estimé que sur le plan national, étant entendu qu'on les a plus ou moins couper l'herbe sous les pieds et qui n'ont plus d'oxygène à pouvoir s'exprimer sur le plan national, il faudra que chacun de nous puisse aménager une zone de contrôle dans laquelle effectivement on peut régner en maître. Cette histoire-là également, ça ne favorise pas la cohésion nationale. Je souhaiterais effectivement qu'on en sorte le plus rapidement possible. Charles Dicam, sur le fédéralisme communautaire. Je ne sais pas si j'ai trop envie de parler de ce bouquin. Je sais une chose, c'est que je vis depuis un peu plus de 60 ans dans un pays où je pouvais m'appeler Ekwala, alors que mon père était originaire du Grand Nord, par amitié.
par fraternité. Quand je vois que l'exemple type dans son devoir, c'est Bamileke, il fallait aller chez les Bassa pour voir aussi. J'ai parlé du Sawaland, juste pour argumenter. Hein. Ce que je voulais dire, aujourd'hui où la fille de M. Mout est mariée au fils de Bello, où mon fils est marié chez vous, votre histoire là, ça va aller où? Non, ça a l'air d'être une question. Ça a l'air d'être une question, mais je m'interroge. S'il vous plaît, je m'interroge moi, pas vous. Ce rôle-là est dévolu à Leïla. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez à contre-courant de l'histoire. L'histoire n'est plus à cela. Nous n'en sommes plus là, et c'est passé depuis très longtemps. C'est pour ça que, notamment dans les textes qui ont été élaborés pour cette fameuse décentralisation, où les communautés, où j'entends, il faut être autochtone, allogène. So what? L'autochtone qui aujourd'hui dirige la communauté Douala, ça empêche que Douala soit toujours sale. Et il faut qu'il soit autochtone d'abord. So what? Non, nous sommes dans un pays où partout, sur toute l'étendue de ce triangle-là, nous devions nous sentir chez nous. Et nos enfants actuels nous le rappellent. Nos petits-enfants vont encore nous le rappeler plus. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont même des Américains, des Allemands, qui vont revenir partis à 14 ou 15 ans, qui vont revenir avec une mentalité encore autre que celle que nous vivons actuellement. Je pense que le défi, il est devant. Nous ramener en arrière avec ce genre de concept qui ne veut rien dire, qui veut tout dire en même temps. Je veux bien qu'on veuille faire parler de soi. Et j'ai cru comprendre que votre leader, quand il accédait à l'Assemblée nationale, disait qu'il y était pour changer les choses. J'attends de voir ce qu'il a changé depuis qu'il y est. Et je souhaite que ce soit vers ça qu'il se concentre. Qu'il change les choses au sein de cette Assemblée nationale-là, comme il le dit. Qu'il implémente. Je veux le voir implémenter cela sur le terrain, comme vous dites que vous pratiquez, qu'il le pratique aussi, qu'il fasse. Parce que si c'est des sorties pour des sorties, vraiment, nous tous, on peut pondre tout et n'importe. Mais je dis, là, le Cameroun d'aujourd'hui souffre d'une chose très très grave, qui a été, entre autres, relevée il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, où des gens ont même fait en sorte qu'ils prennent le nom de Paul Biya pour le mettre dessus, pour asseoir leur connerie. Les rencontres fraternelles, il faut nous arrêter ce cinéma-là. Parce que personne ne pourra supporter. Vous avez vu quelqu'un l'autre jour? Bon, où est-ce que vous allez dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de barrer? Il y a des choses que nous devons refuser tous ensemble. Tous ensemble. Donc, vraiment, moi, tout concept qui tend à diviser les Camerounais, à les stigmatiser, parce que c'est comme ça que je l'appelle ça, c'est de la stigmatisation. Moi, ne me va pas. Moi, ne me va pas. Je veux me sentir partout, comme chez moi. C'est-à-dire que j'ose imaginer que quelqu'un va me dire que mon grand-père est arrivé à Douala dans les années 40 ou 30. Moi, j'y suis né. Mon père y est né. Vous allez me dire que je n'ai pas le droit de faire quoi ici? Que je n'ai pas le droit de faire quoi à Banganté? Je fais ce que je veux, où je veux, et je suis en mesure. J'ai le droit. Le même droit que celui qui est là depuis 3 siècles. C'est peu importe. Il faut que les Camerounais s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de jouer à se faire peur. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Actuellement, on joue à se faire peur. Et il y a tellement de défis qui nécessitent, comment dirais-je, toute notre attention. Pour qu'on dilue les véritables problèmes qui sont aujourd'hui. Peut-être en attendant que le débat de fond des problèmes de gouvernance, des problèmes existentiels. Ce sont ces problèmes-là qui sont le défi commun que nous devons essayer de relever. Tout le reste là n'est que distraction. Vraiment qu'on arrête de se faire peur. D'accord. En 2 minutes, oui, docteur. Vraiment, je ne prendrai pas 2 minutes parce que j'arrive à la conclusion que ce que j'ai dit dès le départ était vrai. C'est de parler des choses dont on n'a pas forcément la pleine mesure. Vous vous souvenez que ce n'est pas Cabral Libi qui, en 2018, lors d'un lancement d'un meeting du côté de Bouddha, avait dit notre tour de Bouffera Tontine est arrivé. Il me semble que notre tour-là ne parlait pas aux Camerounais, mais s'adressait à une communauté bien précise. Je crois que l'honorable Motla s'est bien dit, c'est que les Camerounais sont d'accord qu'on ne parle jamais de ce qui est vrai. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans le saupoudrage, ça arrange tout le monde. Mais il semble que ce n'est pas avec l'ouvrage qui sort
que les concepts de forêt communautaire existent dans ce pays. Et ces forêts communautaires, elles existent bien dans nos environnements. Vous vous souvenez, l'honorable Moté et un certain nombre d'autres acteurs avaient bataillé dans le camp pour une histoire de forêt de ce côté et au-delà. Donc, ça existe dans nos communautés. Et les questions d'autochtonie et d'alloctonie, c'est ça l'expression qu'il faut utiliser, ne sont pas propres au Cameroun. Là, vous êtes de Bana. Dans aucune société au monde, il n'existe une société qui ne désigne pas l'autre, qui n'est pas vous, pas un nom. L'étranger n'est pas une invention du fédéralisme communautaire. Dans toutes les sociétés, je dis bien toutes les sociétés humaines, la notion d'étranger existe. La notion de village existe. La preuve, vous faites 100 ans ailleurs. Mais le jour où on vous enterre, on sait exactement où est-ce qu'on vous enterre. Pourquoi? C'est des choses sur lesquelles il faut que l'hypocrisie qui alimente la plupart du temps nos discours et autres là s'estompe. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu dans cet universalisme vers lequel beaucoup s'engagent, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux civilisationnels. Ce citoyen du monde vers lequel tout le monde va. Mais c'est un citoyen du monde qui correspond à quoi? Qui ressemble à quoi? Qui ressemble à la culture des dominants et non à la culture des dominés. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que même dans ce chantier de l'universalisme-là, il est important que les gens se connaissent d'abord pour qu'en allant à ce rendez-vous de l'universalisme, que vous ne perdiez pas vos repères identitaires. Et ça commence par la connaissance des vôtres pour pouvoir aller vers ce rendez-vous. Il y a un an, 7 enfants perdaient la vie à l'école Moda Francisca de Kumba, tués par des hommes armés qui avaient alors fait irruption dans l'établissement scolaire. Après le drame, l'armée et les séparatistes s'accusent mutuellement et le 7 septembre, le tribunal militaire rend son verdict. 4 personnes sont condamnées à mort. On repart avec vous, docteur. Quel est le souvenir que réveille ce drame? Alors, ce souvenir, j'ai l'impression que c'est hier que ça s'est passé. Parce que le 25, c'est-à-dire le lendemain de cet incident-là, Cabral nous convoque au quartier général pour une réunion de crise. Parce qu'effectivement, vous vous souvenez, la journée de cet événement-là, ça allait dans tous les sens dans les médias où les uns condamnaient, les autres étaient condescendants, je ne vais pas citer les noms, les autres estimaient que c'est la faute à Yaoundé. Il y en a même qui se vantaient pour dire qu'on a mis à genoux Yaoundé. Pendant qu'il y avait une dizaine d'enfants qui étaient morts ce jour-là. Et le 26, Cabral fait une conférence de presse où effectivement il condamne cet opportunisme politicien et d'un certain nombre d'acteurs de la société civile qui se nourrissent de la crise au Nozo. Ça, là, moi, je ne peux pas être sur un plateau et ne pas dire la vérité des faits. Il y a des Camerounais dans ce pays qui ont célébré ce meurtre de Kumba. Vous en connaissez? Oui. Oui, à travers leur prise de parole. Je veux dire des Camerounais engagés en politique? Je dis, à travers leur prise de parole et des médias, c'était fait le relais de ces prises de parole. L'honorable Motiri, parce qu'il sait de quoi je parle. Je crois qu'il faut que, quand nous allons, là, vous n'allez pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je vous sais très introduit. Vous savez de quoi je parle. Lorsqu'on va vers cette république que tout le monde appelle, je crois qu'il y a un minimum consensuel vers lequel, quels que soient les bords politiques auxquels on appartient, la République doit être au-dessus de nos différents clivages. Et le cas du 24 octobre 2020, c'est la République qui était à genoux sur 2 de ses piliers, la jeunesse et l'éducation. Et je crois que Cabral, lors de sa sortie, avait demandé que le chef de l'État prenne ses responsabilités et qu'on donne notre armée des moyens logistiques pour pouvoir traquer jusqu'à la dernière souche ce qui était au cœur de cette affaire. Voilà ce qu'un homme politique et quelqu'un qui aspire à gouverner un pays prend comme acte dans un contexte comme celui du 24 octobre 2020. D'accord. Parce que ces enfants-là, vous vous souvenez qu'ils sortaient de 3 ans et demi où l'école était presque morte de ce côté-là. Et donc, c'était à la faveur de la rentrée des classes de l'année académique passée que ces enfants, n'allant que faire ce qu'un enfant doit faire, aller à l'école, ont perdu la vie. Et donc, Cabral avait dit, il n'est pas question qu'on puisse essayer de comprendre les logiques qui peuvent amener quelqu'un, fût-il pas colère, et il parle ici là, il n'y a rien de plus inconscient que des solutions haineuses d'immédiateté.
Parce que même si nous posons les problèmes de gouvernance, et là nous sommes tous d'accord que le pays va mal, qu'il y a des choses qu'il faut régler, un certain nombre de choses qui ne vont pas, il y a quand même également un minimum. C'est-à-dire que ce n'est pas à travers la haine, ce n'est pas à travers des meurtres comme cela qu'on arrive à faire asseoir l'État pour que les choses bougent. Et Cabral avait fustigé cette attitude. D'accord. Il avait même fustigé même certains pays présentés comme des pays amis au Cameroun, mais qui abritent un certain nombre de personnes qui financent ou qui encouragent ces mouvements. Donc aujourd'hui, vous nous dites je vais dire, il n'était pas le premier. Il n'était pas le premier. Oui, mais je parle de mon leader. Je parle de mon leader. Les autres parleront de leur leader et diront ce que leurs leaders ont fait. Maintenant, sur la condamnation à mort, vous l'avez tantôt si bien. On aura l'occasion d'en parler. À la survenue du drame, le flou règne autour des auteurs. Le verdict du tribunal militaire a-t-il mis suffisamment de lumière sur ce qui s'est réellement passé le 24 octobre 2020 ? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que vous vous rappelez qu'au lendemain de cette situation dramatique, il y a eu une annonce du genre, une première personne avait été interpellée, c'est cette personne qui aurait livré ses complices. Seulement, on n'a pas eu de nom. 3 jours plus tard, on interpellait enseignants, vigiles et un responsable de l'établissement. La communication n'est pas passée. Quand vous regardez ce qui se passe dans des pays frères, vous vous rendez compte que quand il y a des procès même de terroristes, on donne quand même la possibilité à des médias officiels de filmer une partie de la salle d'audience avant de ressortir. Maintenant, on interdit les commentaires d'audience et tout le reste. Chez nous, ce n'est pas le cas. On vous dit que le tribunal militaire, ça c'est on qui dit. Quand je le dis trivialement comme ça, c'est pour vous dire qu'on n'a aucune preuve. On n'a aucun nom. On vous dit que le tribunal militaire a condamné à mort et qu'ils seront fusillés à la place publique. Quand? On ne le sait pas. Où? On ne le sait pas. Quelle place publique? Le communiqué ne le dit pas. Qui sont-ils? Quelle est leur identité? Généralement, pourquoi? On dit pas dans ce cas-là. Pourquoi? Bien sûr. Non. La communication, écoutez. On dit à la place publique, ça peut être en Gaoundéré, ce sera en Gaoundéré. Mais on le dit, on le spécifie, Monsieur Motte. Écoutez, on a tous vu les procès ou alors quelques clichés des procès de ceux qui ont attaqué le World Trade Center en 2001, je crois, le 11 septembre. On a tous vu quelques clichés. On a vu les photos de Ben Laden. On a vu les photos de ceux qui étaient traqués en Libye, en Égypte, au Sénégal. On n'invente pas le fil à couper le beurre. Ce que nous disons, c'est qu'il y a eu un drame. C'est bien qu'on recherche les auteurs. Mais c'est bien aussi d'impliquer la société dans la recherche de ces auteurs. Il ne faut pas en faire une affaire de gouvernants ou de dirigeants. Parce que ces enfants qui étaient morts n'étaient pas les enfants des gouvernants, n'étaient pas que les enfants des gouvernants, c'était les enfants de la société camerounaise dans son immense majorité. Il y a que, quand vous regardez la communication, vous voyez que immédiatement, on ne savait plus à quel sein se vouer. On a eu pas moins de 2 communiqués du ministère de la Communication. Et des communications, comme il vient de le dire, le PCRN est allé en avant, le MRC est allé en avant, le RDPC est allé en avant, et les médias ont joué derrière le plus mauvais jeu qui soit. Pourquoi je le dis, il est là, en tant que journaliste de formation? C'est que je peine à comprendre comment on peut vous dire que des gens sont entrés dans un établissement scolaire, arrivés au 2e étage, ont tiré à bout portant sur des enfants et poussé d'autres à sauter du 2e, du 3e étage. Et que dans ce Capharnaüm, le soir, on ne voit pas des anthropologues sur le plateau. On ne voit pas des sociologues sur le plateau. On ne voit pas des psychologues sur le plateau. Parce que les médias devaient comprendre que l'instant demande plutôt une mobilisation nationale. Mais on a plutôt vu des émissions spécialisées où le RDPC tire sur le PCRN, le PCRN tire sur le MRC tire sur l'ADD, etc., etc. Il ne faut plus qu'on politise la société de cette manière. Parce que ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui est que ces enfants n'ont pas encore eu droit aux obsèques de la nation camerounaise. Jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été pleurés. Comme on dit, permettez que je parle comme un notable. Leur corps n'est pas encore pourri. Non, comme un citoyen camerounais. Parce que là, vous faites référence à un particularisme. Parce que, c'est mon droit le plus absolu. Parce que vous ne pouvez pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comprendre qu'un cas comme celui-là, on en soit réduit à croire que
la condamnation de personnes dont on n'a aucune identité résolvait le problème. Absolument pas. Charles Dick, en parlant justement du procès, de ce procès, Human Rights Watch le décrit comme un simulacre de procès. Est-ce que vous également, vous avez à redire sur la façon dont il s'est déroulé le dit procès? Ce que j'aurais à dire, c'est je parlerai du modus operandi habituel, si je ne me répète pas en le disant. Les militaires identifiés qui ont tiré sur une femme ou deux femmes avec des enfants sur le dos, on les a vus. On a entendu dire. C'est la même chose. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut retenir à part pleurer nos enfants? C'est bien, tous ces discours à l'endroit des partis politiques, qui auraient, mais jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les politiques qui ont été impliqués dans cet assassinat. Hein. Ce sont des barbares qu'on ne peut identifier à aucun parti politique. Il fallait que l'armée se dote de matériel. On en est où aujourd'hui? Je me demande entre l'armée et ceux d'en face qui s'est doté de matériel, parce que c'est des blindés que je vois sauter. Donc vraiment, moi, je pense qu'il faut prendre le problème. Pourquoi ces enfants sont morts? Dans quel cadre sont-ils morts? Est-ce qu'aujourd'hui, la survenance de pareils événements est possible encore? Oui. Parce que quoi? Le problème à la base, à la racine, n'a pas été résolu. Alors, au lieu que chacun essaye de parler bien ou de bien se faire voir des spectateurs ou des téléspectateurs, je pense que là où il faut s'interroger, c'est se dire, bon, ok, on a adopté une méthode, ou en tout cas les gouvernants ont adopté une méthode qui, jusqu'à ce jour, n'a pas porté les fruits escomptés. En quoi est-ce que nous pouvons les aider, leur suggérer une autre méthode que celle-là? C'est dans la proposition. Aujourd'hui, nous sommes, depuis 5 ans, condamnés quasiment chaque semaine à parler de cette partie de notre pays en termes de mort. On parle de ces enfants, Auriol Tchoumi l'a si bien dit, eux, comme d'autres dernièrement, et comme même nos soldats, encore eux, ils ont droit à l'état-major, à des obsèques qui semblent réglementaires. Mais à quel moment la nation s'est arrêtée un jour pour véritablement pleurer les morts de ce côté-là? À quel moment est-ce qu'au plus haut niveau de la nation, on a marqué, comment dirais-je, une compassion visible, perceptible? Non, on s'émeut chacun dans son coin, mais nous ne nous émouvons pas ensemble. Ce sont les questions qu'il faut se poser. Ces enfants sont morts pourquoi? Ils sont morts dans quel cadre? Je ne pourrais jamais justifier, mais on peut au moins essayer d'élaborer des pistes, et les pistes, elles sont connues, ils sont en terrain conflictogène depuis 6 ans. Et c'est ça qui doit s'arrêter. Et je ne pense pas, honnêtement, que jusqu'à aujourd'hui, la solution des armes ait porté des fruits. Non, absolument pas. Elle n'a pas porté de fruits. Elle n'a pas porté de fruits. C'est plutôt l'escalade. Pendant que d'un côté, on surarme, de l'autre côté, on en fait autant. Mais au milieu, il y a des gens, je pense que, où que vous viviez aujourd'hui, nos compatriotes de ces contrées-là sont partout sauf là où ils vivaient avant. À Douala, par exemple. Je voulais juste faire une précision. Je crois qu'une journée de deuil national avait été décrétée après ce drame de combat, le samedi 31. Oui, ça a consisté à quoi, à part le décret? C'est absolument pas de ça. Ça a consisté à quoi, à part le décret? Non, je veux dire, il y a des symboles. Je veux dire, pourquoi nous ici, dans nos familles respectives, quand on n'a pas vu le corps, on ne croit pas qu'il y a eu mort? Un décret, c'est bien. Mais ça manquait peut-être de solennité, c'est ce que je voulais dire. D'accord? Ça manquait peut-être de solennité. Et peut-être que quand, comment dirais-je, il y aura plus de solennité, les uns et les autres prendront conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous vivons. C'est de cela qu'il est question. Parce que je pense que quand tout le monde sera conscient de la gravité du problème que nous vivons, alors peut-être qu'on trouvera l'occasion, comme on est là, autour de cette table, s'asseoir et dire, bon, maintenant, ça suffit. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi?
fédérons donc ces fameuses énergies. Et puis, arrivons... Samuel, comment est-ce que vous analysez la façon dont a évolué la crise dans les deux régions du nord-ouest et le sud-ouest depuis le 24 octobre 2020? La question que Charles Dicam posait, c'est justement, est-ce qu'il est possible qu'on revive ce type de drame dans le cadre de cette crise aujourd'hui? Oui, il est fort possible. Mais en même temps, tout à l'heure, là, dans votre capacité à relancer, je me serais attendu à ce que vous disiez, mais finalement, j'ai eu de la maladresse à poser la question à Dr Bitunga tout à l'heure en lisant mais dénoncer des gens qui ont été marqués, qui ont manqué certaines communautés. Donc, Charles, il faut sortir de ce discours-là, il est fort dévastateur. Avant cet événement-là, j'étais également dans un plateau de télévision où j'ai prononcé une phrase qui est devenue virale par la suite. On ne tire pas sur les enfants qui vont à l'école. Voilà la position de principe. Après, maintenant, on n'a pas apporté des éléments nécessaires pour pouvoir résoudre un conflit. On commence par la position de principe, Charles. On ne tire pas sur des enfants. On ne tire pas sur des enfants qui vont à l'école. Position de principe. Après, maintenant, on peut s'entendre entre nous pour savoir qui a une meilleure capacité à résoudre un conflit comme celui-là. Je veux dire, j'espère que vous vous rendez compte qu'on ne dit pas la même chose. Je veux dire, on ne tire pas sur des enfants qui vont à l'école, on ne tire pas sur des enfants. On ne dit pas la même chose parce qu'il y a une espèce de connivence. Pourquoi? Oui, non. Ce sont d'abord des enfants. De connivence, qui ne font rien dans ce conflit. De bienveillance. Vous dites on ne tire pas sur des enfants qui vont à l'école, lui dit on ne tire pas sur des enfants. Mais il pense aussi qu'on ne tire pas sur des enfants. Non, mais à l'époque, cette phrase-là, parce qu'on discutait sur le fait savoir si on ouvre l'école ou on n'ouvre pas. On avait ouvert à Limbé. Par la suite, effectivement, les fois ont fait que les gens ont commencé à fuir. Par principe, on ne tire pas sur des enfants qui vont à l'école. Par principe, on n'autorise pas, on ne justifie pas une prise d'armes illégale à l'intérieur d'une nation. Voilà la position de principe. Exactement. Après, maintenant, le reste, c'est de savoir qui est à mesure de le résoudre. Pour l'heure, la personne qui est à mesure de le résoudre, c'est le gouvernement. On se mettra tous derrière le gouvernement pour pouvoir dire, premièrement, à la suite de ce que Christian Toumé a dit, on ne peut pas envisager que une armée à l'intérieur du République soit sans armes, mais on peut fort envisager que les ambassadeurs puissent désarmer. La résolution du conflit commence par là. Pas pour pouvoir dire après maintenant on a tiré, mais on n'aurait pas pu tirer parce que l'essence du problème n'a pas été résolu. L'autre chose également, à l'intérieur d'une république, on a une séquence républicaine qui s'impose à nous tous. On pense qu'il y a des gens qui vanillent le fédéralisme, c'est leur droit. Ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Il y a des gars qui pensent que, comme moi, on peut se contenter d'une république où, à l'intérieur, on parle de la décentralisation. De la même façon qu'on peut également envisager que les Jacobins n'ont pas si tort que cela. Après, maintenant, sur ces points de rupture-là, on attend la séquence républicaine pour pouvoir dire, moi, je défends, j'en fais un thème de campagne en disant, sans le fédéralisme, il y a point de salut. À partir du moment où je suis majoritaire sur ce point-là, à ce moment-là, je vais implémenter le fédéralisme. Mais des gens qui se lèvent un matin pour pouvoir dire qu'ils vont rançonner l'espace public et qu'on commence à leur trouver des justifications en disant que le gouvernement n'a pas répondu à leur doléance, ça me semble fort un discours dévastateur. C'est pour ça que vous souhaitez que le MSC sorte de là, le MSC que tu représentes ici, Charles. Parce qu'on ne peut pas admettre ça. C'est-à-dire que les gens mais quand vous me dites qu'on a évolué comment, nous, au RDPC, on est en train de leur dire tout ce que vous encensez là. Tout ce sur quoi vous portez un œil connivant, bienveillant, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Lorsque vous êtes dans un conflit comme celui-là, il faut envisager qu'il puisse perdurer. Et dans le cas d'effectivement qu'il puisse perdurer, il y a également des bavures qui vont s'accompagner. On sort d'une bavure tout récente, à Bouya, à Moliko. Là également, on a créé un champ de guerre. On n'avait pas à admettre. Toute force politique confondue, MRC, SDF, AFP, PCRN, on devait dire non, on entre dans une zone dangereuse là. On va d'abord dire aux gens qui pensent qu'ils vont nous commander à travers la Kalachnikov que nous sommes des républicains, donc cette histoire-là, vous devez déposer d'abord. Une fois qu'on a déposé les armes, qu'on a pacifié la zone, à ce moment-là, on revient sur les fondamentaux et commence à se chamailler. Le problème, c'est que ce conflit-là aujourd'hui, il y a plein de chamailleries autour. La République, elle est attaquée. Elle est attaquée par des hommes qui n'ont pas le droit.
Elle a attaqué la puissance légitime à l'intérieur d'une nation, elle est de ressort du gouvernement. Les autres qui prennent la place pour pouvoir vous rançonner demain ou après-demain l'espace public, on devait tous de manière unanime s'attaquer à eux. On ne l'a pas fait. Là, malheureusement, on a un conflit pour lequel également, là aussi, vous avez, je ne sais pas comment vous allez faire pour relancer, on est reparti également sur une autre chamaillerie. Hein. Ah non, on n'a pas condamné les bonnes personnes. Non, ceux qu'on a attrapés, on les a condamnés d'abord. Ah, ce n'était pas le meilleur tribunal. J'ai beau faire, à la suite de l'arrestation de Maurice Kamto et consort, de rappeler un certain nombre d'exigences en matière de république et de justice équitable. Là, à l'Égrosie, nous ramène encore sur le même truc. Non, on n'aurait pas pu les juger au niveau du tribunal militaire. Se fondant sur quoi? Sur rien du tout. Ce n'est qu'une déclaration creuse, malveillante de sur quoi? Dans le cas d'espèce, parce que dans ce cas-là, on nous ressort très souvent les traités internationaux. Il n'y a aucun traité qui dit qu'effectivement au Cameroun, on ne peut pas gérer ce genre de personnes-là sous prétexte qu'ils sont des civils dans un tribunal militaire. Mais si vous me donnez une occasion, je reviendrai là-dessus. Il y a cet article qui était intitulé « Les maîtres de la parole ont perdu des arguments », où je rappelais également un certain nombre d'avocats qui avaient tendance à parler à tort et à travers qu'à la matière, conduire un civil dans ce qui qualifiait comme civil, encore que cette notion-là, elle est contestable, dans un tribunal militaire, ça n'avait rien de bien grave. Et en la matière, on ne mettait pas en mal le système sur lequel on s'était engagé en disant qu'on a bafoué les règles de traités internationaux. La justice, elle était compétente, et dans le cas également, vous avez vu, là aussi, on commence à vous dire non, ce n'est pas la bonne justice qui fallait la faire. Non, c'était la bonne. À partir du moment où on a apporté à l'ensemble de la communauté internationale qu'on leur rendra une justice équitable, c'est ça le sens de cette directive-là, une justice équitable. On peut les juger là où l'État. Mais Samuel, vous n'avez pas répondu à l'autre question. Pourquoi est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, un an après, qu'on puisse continuer de vivre ce type d'accident? On va le faire parce que je vous ai dit qu'une crise comme celle-là inscrit sur la durée. Le conflit catalan, rapidement, on continue à le gérer aujourd'hui. Hein. Le conflit basque, on continue à le gérer jusqu'à aujourd'hui. Il est centenaire. Le conflit corse, on continue à le gérer aujourd'hui. Vous avez vu, il y a déjà on plastiquait en Corse. Même si ça s'est calmé sur le temps. C'est pour cette raison-là qu'on ne peut jamais souhaiter ça à aucune république. De voir qu'il y a des bandes armées à l'intérieur de l'espace public qui se forment. Et c'est pour cette raison-là qu'il fallait être solidaire, unanime, parler d'une seule voix. À partir du moment où les gens commencent à dire on est sorti de revendications corporatistes, on allait dire ah non, à ce moment-là, vous arrêtez tout. Maintenant, on va discuter entre citoyens républicains. Oui, je voudrais que ce soit bien clair. À titre personnel, en tant que citoyen, comme au titre du parti que je représente sur ce plateau, il n'y a jamais eu d'équivoque. Vraiment, je condamne, ne dis pas mais par la suite. Parce que généralement, quand tu condamnes, tu dis mais le gouvernement n'a pas fait ça. Tu condamnes. On s'arrête à la condamnation. C'est ça que je voulais te rappeler. Le mais n'a pas de sens. Maintenant, la sémantique peut faire en sorte que ce que je dis, on le comprenne autrement. Je dis et je répète, que ce soit bien clair. Et je ne voudrais pas être celui-là qui doit tout le temps se justifier, parce que je ne suis pas celui-là qui a engagé cette guerre. Déjà pour commencer, je ne suis pas celui-là qui a engagé cette guerre. Donc je n'ai pas à me justifier sur cette guerre. Ce que je dis, c'est une guerre inutile. Et tout type d'acte de ce genre, je ne pourrais et mon parti ne pourra faire autre chose que les condamner. Une fois que cela est dit, je voudrais rappeler ici, moi à titre personnel, je me souviens être parti de Douala, avoir payé un billet d'avion, un hôtel assez cher pour aller participer à une marche à Yaoundé contre Boko Haram. Je me souviens donc, oui, organisé par les Guiba et compagnie à l'époque, et un de vos anciens collègues, les Thierry Ngoma et compagnie. Je me souviens, les ministres sont venus, tout le monde était là et nous avons été unanimes. Ça veut donc dire que lorsque nous pensons pareil, nous sommes capables de faire chemin ensemble. Quand j'ai dit ça, je veux dire aussi une chose. Ce pays souffre de quoi? Entre autres, de ce que j'aurais aimé que sur des sujets d'importance comme ceux-là, ce père de famille sache appeler ses enfants, les asseoir autour d'une table, comme ça se fait ailleurs, comme on aime bien prendre les exemples ailleurs, mais comme ça se fait au sein de nos propres familles, quelles qu'elles soient. Les enfants, voilà, nous sommes face à cette situation. Dans un cadre républicain, l'honorable vous a dit que... Le cadre républicain, quand un chef d'État reçoit le président du JICAM ou du mouvement, machin, et qui reçoit des partis politiques, représentés ou pas l'Assemblée, la société civile, mais ça peut être 3, 4, 5 partis.
ne faut pas forcément prendre les 320 qui figurent à la tête, puisqu'on sait que pour la plupart d'entre eux sont des moribonds. Mais à un moment donné, impliquez les gens, impliquez-les. Parce que quand vous les avez impliqués comme ça, vous pouvez les prendre à défaut par la suite en disant, voilà, nous nous sommes assis tous ensemble, on en a parlé, vous avez fait des suggestions, je vous ai dit, bon ok, votre côté là, allez-y pour voir ce que ça peut donner. À un moment donné, nous devons pouvoir savoir, je parlais tout à l'heure de symboles, vraiment, surtout la manière dont le nom du président Biya est utilisé à toutes les sauces, finalement on ne sait plus. Hein, les gens le prennent quand au patronage, avec le haut accord. Non. Si un jour, le chef de l'État prenait sur lui de dire, bon, ça suffit, ça fait déjà un moment que ça dure, cette histoire-là. Je vais un peu voir avec mes compatriotes, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je ne parle pas du référendum. Je dis, pourquoi, comme nous sommes assis ici, Vous terminez. Eu égard à l'importance de cette crise, il n'est pas possible que le chef de l'État appelle ses compatriotes au travers de ces partis-là que nous connaissons. Et ils ne sont pas 10. Hein, et appelle quelques membres de la société civile pour leur dire, venez, dites-moi, nous avons essayé ceci. En quoi est-ce que vous pouvez nous accompagner? Nous avons besoin d'être ensemble. Les symboles ont leur place en tout. Les symboles ont leur place en tout. Nous sommes entrés effectivement dans un cycle que nous ne maîtrisons pas. La question que vous avez posée, honorable, vous voulez qu'il vous réponde quoi que ça n'arrivera plus, ça continuera d'arriver. Il faut simplement maintenant qu'on trouve les solutions pour que ça n'arrive plus. Ce que je voulais dire, juste un mot. Allez-y, docteur. On se bat d'abord sur l'essentiel, on revient sur les symboles après. Allez-y, docteur. D'accord, on est On se d'accord. bat sur l'essentiel. Rapidement, et on va sortir. C'était un sujet d'entrée. Ce qu'on Rapidement. ne peut pas éluder, c'est que le concitoyen militant du MSC dit sur le plateau concernant les symboles. Moi, je n'ai jamais compris comment le président de la République, qui était à 2 minutes du palais des congrès, n'a pas pu venir même saluer les participants au grand dialogue national. Ça, je n'ai jamais compris ça. Mais ça peut également s'expliquer. L'âge n'est pas un élément négligeable en politique. Mais je reviens sur cette communauté internationale hypocrite dans le cadre de la gestion de la crise. Et l'honorable a parlé tantôt d'allégrosie. Quand on sait le rôle trouble, effectivement, que ces acteurs jouent dans ce qui est en train de se vivre dans le Nozo. Et Cabral, lors de cette sortie, avait dit, nous avons marre de l'hypocrisie de certaines organisations internationales et de certains pays prétendument amis du Cameroun. Je n'ai jamais entendu Allégrosi s'exprimer lorsque les soldats sont couchés dans le Nozo. Je n'ai jamais entendu Allégrosi et son ONG interpeller les États qui abritent ceux qui financent cette crise au Nozo. Je crois que cette société civile-là, vous en parlez, M. Ndjikam, elle-même n'est pas homogène. C'est un ensemble où on a tout dedans. Et ceux qui sont de bonne foi, et ceux qui vivent de cette guerre. Voilà. Et il y en a qui vivent de cette guerre. Et donc je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Et là, vous avez raison. Ceux qui ont déclenché cette affaire-là, ce n'est pas vous et moi, c'est les collègues de Samuel Mott qui avaient dit qu'il n'y a même rien. Que c'est les gens qui ont bu les whisky à sachet. C'est les collègues de Samuel Mott qui sont devenus ils sont fâchés, on va régler ça. C'est ce qu'ils disaient. Ils sont allés à Bamenda dire qu'il n'y a rien. Quand les vapeurs éthylées vont se calmer, ça va revenir. Bon, sauf qu'aujourd'hui... Ils se ressemblent tous. Hein? Non, ça ne ressemble pas. Sauf qu'aujourd'hui... Non. Samuel, vous n'allez pas me distraire. Sauf qu'aujourd'hui, même si nous devons aller vers cette solidarité républicaine, il est important que ceux qui ont le levier, parce que même quand nous on parle, est-ce que vous prenez nos observations en compte? La preuve, le grand dialogue que nous autres avons défendu comme une des solutions pour aller vers la résolution. 2 ans après, on vous a suivi pour 2 ans après, où est-ce que nous en sommes avec les résolutions de ce grand dialogue? Le Nozo cherche encore son statut spécial et toutes les autres réformes qui avaient été décidées lors de ce grand dialogue. Donc pour ça, pour chuter, que le RDPC également parfois vote en trouble, que vous puissiez aussi laisser tomber ça pour que la République, que vous appelez tous les Camerounais, nous l'ayons en partage. Docteur, vous citez, je le dis juste pour vous taquiner. Hein. Vous citez beaucoup Cabral Libi, on a l'impression qu'au mais si je ne suis pas, il est le seul finalement à faire des sorties. Je veux dire, la cellule de communication ne fait pas de sortie, si je ne peux pas assumer mon militantisme vis-à-vis de mon leader, d'accord. Je change de formation politique. Rapidement. Et je ne fais, c'est pas un militantisme béat, c'est sur la base des éléments probants. Parce que quand je vous ai dit qu'il a condamné cette société civile qui vit de la crise, est-ce que j'ai besoin de ne pas reconnaître cette difficulté à mon champion? Rapidement, on va sortir de ce sujet. Ah, au champion donc, également. Je voulais juste dire que monsieur l'honorable Samuel Mott est député à l'Assemblée nationale et devrait éviter de dire un certain nombre de choses sur des plateaux de télévision.
notamment quand il parlait de la justice militaire. Il y a une loi, et il la connaît parfaitement, la loi du 29 décembre 2008 portant organisation de la justice militaire au Cameroun et qui fixe les règles applicables devant les tribunaux militaires. Le chapitre 2 de cette loi porte sur la compétence des tribunaux militaires. Et à aucun moment donné, le tribunal militaire n'est compétent pour juger d'un civil comme Maurice Kamto. C'était l'exemple qu'il avait pris. J'espère que je voudrais... Mais il me semble que du moment où on est pris arme à la main, oui. On n'est pas ciblé. Oui, moi je parlais le cas du professeur. Oui. Non. Oui, moi je parlais. Il a parlé de Maurice Kamto. C'est pourquoi je revenais sur ce cas. Maurice Kamto n'a jamais été pris avec les armes à la main. Ça, c'était un cas. Le deuxième cas, c'est bien. On peut tirer sur Allegro-Zi. Je suis d'accord avec vous. On peut tirer sur tous ceux qui pensent qu'ils peuvent s'intéresser à notre pays, mais qui ne prennent qu'un penchant. Mais on devrait également pouvoir tirer sur les faux observateurs convoqués par les amis de M. Mott, les faux observateurs d'Amnesty International en 2018. On devrait pouvoir faire des sorties pour ça. C'est pourquoi je dis que quand les partis politiques prennent un certain type de posture, on a le sentiment qu'elles se familiarisent avec le RDPC. Et parfois, elles prennent des postures. Vous voyez, M. Mott qui dit à un moment, on dirait que vous êtes ensemble. De ceux qui vivent de cette guerre dans cette société civile, il y en a au sein de l'État du Cameroun. De l'État Voilà. Qui vivent de ça. Donc je voudrais dire, quelque part, ils semblent s'opposer, mais ils ont des intérêts convergents qui font que cette crise est donc je voudrais dire en un seul mot qu'il ne faut pas occulter la responsabilité de l'État, qui est la responsabilité première. Parce que quand on le dit ici, de façon vraiment avec beaucoup de légèreté, que ce qui s'est produit pourra se reproduire, c'est très grave. On envoie de mauvais signaux à nos compatriotes pour une raison simple. On vous a dit que ça allait s'inscrire dans le temps. On est dans le temps là. Hein? Monsieur Mott, ce qui s'est passé ce jour-là est que un groupe d'individus partis à bord d'une moto et allaient attaquer une école. La responsabilité première est celle de l'État, pas celle des partis politiques. C'est aujourd'hui comment se porte la région du Nord-Ouest, comment se porte la région du Sud-Ouest. Et la réalité est que ces deux régions se portent pas comme on le voudrait. Pourquoi? Parce que vous, au RDPC et au sein du gouvernement, vous refusez. Et je chute en disant que la première responsabilité est celle de M. Biya. Je suis surpris que nous parlions tous les jours. Je voudrais vous dire que Idriss Déby Itno est venu au Cameroun et allé à l'hôpital militaire saluer les blessés de guerre. M. Biya ne l'a jamais fait. Le tribunal militaire est situé à moins de... C'est de ça que vous parliez. Donc, regardez, aujourd'hui, on continue de parler. Vous dites qu'il y a eu une journée de deuil national. Mais non, madame. Le deuil national, ce n'est pas seulement mettre les drapeaux en berne. Le deuil national, c'est aussi la minute de silence, mais aussi l'arrêt obligatoire du service public au Cameroun. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Merci, le deuil national, chez nous, c'est une figuration. Merci, Auréa Tumi. En 30 secondes, honorable, en 30 secondes. Ça va être difficile en 30 secondes parce qu'il me dit qu'en tant que parlementaire, il y a des choses que je dois dire, d'autres qu'il ne doit pas dire. D'ailleurs, ça me t'empointer juste 30 secondes la parole. Quand on parle de ça, sur les 30 secondes, ce qui fait le problème de notre jeunesse, que nous décrions aussi, moi je me souviens, il était hors de question que lors du lever de drapeau, que tu passes en marchant devant un commissariat ou devant un édifice public. Au début des cours, en début de cours, chaque matin, on savait ce qu'on faisait. Revenons peut-être à ça, aux fondamentaux. Ça n'a l'air d'être que des symboles, mais il y en a qui pèsent lourd. D'accord. Samuel Mott, allez-y rapidement. Je voudrais seulement, pour vous donner juste 30 secondes, il y a vraiment un article que j'ai rédigé. En la matière, voilà 30 secondes, il y a un article que j'ai rédigé sur le sujet de Maurice Kamto, effectivement, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. C'était en septembre 2019. Les maîtres de la parole ont perdu les arguments. Je souhaiterais également pour votre culture que vous regardez ça, parce que c'est une histoire de tribunal spécial. Et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage fort éloquent en la matière qui venait de Claude Assira, mon ami, qui me dit, de toutes les façons, ce débat dogmatiquement n'est pas le mien. Il m'est arrivé souvent d'avoir de mauvaises décisions dans les tribunaux civils, de même qu'il m'est arrivé également d'avoir de très bonnes décisions dans les tribunaux militaires. Alors, c'est l'une des images les plus partagées cette semaine sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un homme, un prisonnier malade, recevant des soins à l'hôpital La Cantigny. Ce qui interpelle sur la photo, ce sont les menottes, justement, comme on voit sur l'image à la télé. Voilà, les chaînes et le cadenas sur les chevilles de l'homme. Alors, Samuel Mott, j'imagine que comme nous tous, vous avez eu l'occasion de recevoir cette image. D'ailleurs, elle est à l'antenne en ce moment. Quels sont les sentiments que la vue de cette image suscite en vous? On ne peut jamais souhaiter à quelqu'un se trouver dans ce cas de figure-là.
que ce soit là, dans le cas où il a enseigné dans l'hôpital, que ce soit également même en prison. Et c'est pour ça, effectivement, Bitouga et moi, on a eu ce genre de discussion quand on parlait à l'époque des microbes. Et je l'ai pris en grain en disant, le jour où je trouve votre enfant dans une situation pareille, et il a regardé sur le vif en disant, non, non, mon enfant ne se trouverait dans une situation similaire. Non, il s'agit également de l'éducation. En disant, effectivement, quand il y a une loi qui arrive, et d'ailleurs, il y a une fameuse phrase de Montesquieu qui est retenue, la soumission aux règles que nous sommes donnés d'un commun accord sont des libertés. La soumission, et là, on ne parle même pas de respect, la soumission. C'est-à-dire qu'on vous demande effectivement pratiquement de vous humilier par rapport à une règle commune. Et dans ce qui se passe, dans ce que nous retenons, c'est cette phase dramatique-là de ce que quand quelqu'un a traversé, on ne parle même pas de respect de la loi, hein, on parle de la soumission à la loi. Cette soumission doit être de règles. Alors là, vous jouez sur l'émotion en disant, vous montez l'image de quelqu'un qui a été embastillé pendant un moment, qui s'est retrouvé dans des situations où il y a des affres de la justice qui sont en train de pleuvoir sur lui. La première chose que l'on doit rappeler à tout le monde, c'est qu'il y a une loi qui existe, et à partir du moment où cette loi existe, c'est de Montesquieu. Je veux dire, ce n'est pas la première image du genre, Samuel Maud. Je veux dire, avant lui, on a eu des prisonniers de la crise anglophone qui sont d'ailleurs même décédés. Je ne parle pas de l'individu, moi, je parle de la généralité. Il faut faire de l'éducation pour que la soumission aux règles constitue pour nous des éléments de liberté. À partir du moment où vous avez enfin une règle républicaine, vous pouvez subir ce genre de traitement. Oui, qu'est-ce qu'on fait de vous? Et d'ailleurs, je me suis amusé dans un forum. Je vais être sûr de comprendre. À partir du moment où vous avez enfreint une règle de la République, vous êtes en droit de subir pas en ce droit, genre vous de pouvez traitement. vous retrouver, c'est fort regrettable, mais vous pouvez vous retrouver dans une situation comme celle-là. Or, très souvent d'ailleurs, quand vous faites défiler une image comme celle-là, en réalité, vous voulez dire que c'est une particularité camerounaise. Et je me suis amusé dans un forum de discussion WhatsApp dans lequel j'étais. Il y a des amis qui se sont amusés à vous sortir des cas comme ça, qui venaient de toute la planète. Où chaque fois, le fait que ça vienne de la planète, ça atténue... Il n'en reste pas moins que c'est... On peut considérer ça que vous voulez dire que ce soit... Non, je veux dire, ça devient légal, le fait que ça se vive... Non, non, on n'est pas dans une situation d'illégalité. Hein. Non, vous voulez jouer sur votre émotion, notre émotion. Non. Quelqu'un qui est sous contrainte, à qui on entrave la liberté, on trouve tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire déjà, premièrement, qu'il ne fuit pas. Ce n'est pas parce qu'on veut le dégrader qu'on le fait. Non. L'agent de prison qui l'amène quelque part, s'il rentre demain ou après-demain pour pouvoir dire qu'il s'est évadé, il répondra de ça. Et c'est pour ça qu'on prend des mesures conservatoires. Que la meilleure façon, là, pour pouvoir éviter que l'on se trouve dans une situation comme celle-là, c'est d'avoir du Montesquieu à l'esprit. D'accord. Nous devons nous soumettre aux règles que nous devons, et c'est le fondement même de notre liberté. Parce qu'à partir du moment où vous avez par exemple volé, attendez, il est là. En fait, c'est votre ami s'impatiente, votre ami, il prend sur lui. Il va s'impatienter, je ne suis pas en train de l'agresser. Je dis il prend sur lui. Si je sors d'ici, il est là, et que je fais un acte de vol par exemple, oui. Vous admettez qu'on puisse me mettre en prison? Dans le cas de cette prison-là, on m'aura privé de mes libertés. Et il arriverait effectivement que le jour où c'est le cas de ce monsieur, si je tombe malade à l'hôpital, en prison, on m'amènera à l'hôpital, mais on s'assurera qu'on prendra les mesures nécessaires. Charles, quel est selon vous le problème que pose ce type d'image? Parce que je le disais, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve face à ce type de cas au Cameroun. Je voudrais d'abord rappeler que dans le cas de l'espèce, ce monsieur a eu tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'a jamais marché. Première des choses. Deuxième des choses, cela fait plus d'1 an qu'il est en prison. Qu'il n'est ni jugé, ni condamné. Et qu'il est donc présumé innocent. Très bien. Alors, cette présomption d'innocence que j'ai entendu le ministre de la Communication convoquer lorsqu'il s'agit de ses collègues, qui, eux, ont attenté à la fortune de tous les Camerounais. Pourquoi cette présomption d'innocence ne prévaut pas pour ce monsieur de quasiment 70 ans, donc qui n'est pour l'instant pas condamné, pas jugé, qui, que je sache, n'est pas un casseur. Quand je parle de casse, je parle de voleur à main armée, et qui n'est donc pas soupçonné de violence quelconque. Pourquoi ce monsieur se retrouve dans cette condition? Nous avons des célèbres prisonniers dont certains nous ont quittés, paix à leurs âmes, que nous avons vus sur leur lit d'hôpitaux. Eux n'étaient pas entravés de cette manière-là. Pourquoi? Et ils n'ont pas fouillé Charles.
Non, Oui, pour certains, est dans non, mais l'intention. pour certains, ça Oui, je vous rappelle même qu'on a même dépêché une ambulance de la présidence. Bon, j'aurais voulu qu'on dépêche une ambulance C'est une du ambulance gouverneur. du- Oui, non, C'est une mais ambulance. non, vraiment, ce type d'image est extrêmement choquant. Première des choses, le traumatisme que vit ce monsieur est déjà suffisant pour qu'on y ajoute ce que je vois là. Il est temps que nous sortions de cela. Je plains ceux-là qu'on a vus sur les réseaux sociaux, même s'ils n'avaient pas été entravés, mais qu'on a montré dégradés. Je les plains autant que je plains le sort de ce monsieur. Il est temps qu'à un moment donné, on ait un peu plus d'humanité. C'est de cela qu'il est question. Alors, Aujourd'hui, mais là, je continue d'interroger cette justice qui ne fait pas son travail. J'aurais préféré que la justice soit passée. D'autant plus que pour la plupart d'entre eux, les faits pour lesquels ils sont maintenus sous main de justice ne sont passibles que de 6 mois de prison. Au pire des cas. Alors, ils y sont depuis plus d'1 an. Et je persiste à croire, et là je m'adresse à mes amis politiques en Bastille, je persiste à croire que nous fêterons Noël ensemble. Parce que je n'ose pas penser que mon pays, le Cameroun, va accueillir des étrangers en ayant encore sur sa tête une épée de Damoclès de prisonniers politiques. Il faut que ça s'arrête. Alors, Il faut que ça s'arrête. merci Chadikam. Docteur Aristide Bitunga, est-ce que les hôpitaux... Je vois que la compassion de docteur, ça a été de sourire, car il a même failli rire. Non, J'espère. j'ai failli rire pour me dire, est-ce que les étrangers qui viennent pour la Cannes vont aller séjourner à l'hôpital à Quintini? C'est pour ça que j'ai ri. Non, mais ils vivront peut-être ce type d'image. Je pense pas que ce soit Docteur cela. Aristide Si Bitunga, tombe bon, malade, il pourrait y aller. Docteur Aristide Bitunga, qu'est-ce que vous pensez de l'indignation que cette image a suscité sur les réseaux sociaux? En fait, moi, j'étais plutôt mal à l'aise. Parce que, effectivement, les éléments qu'il évoque, c'est pas ça que les gens analysent sur la photo. C'est un système de santé inhumain qu'on a présenté là. Oh, c'est pas la faute de l'hôpital, ce monsieur qui est enchaîné là. D'où est-ce qu'on est parti pour arriver à ceux qui sont enchaînés? Parce que... Ce n'est la faute de personne. Non, je veux dire que dans les groupes, c'est l'hôpital qui était incriminé. Et c'est remonté vraiment nos hôpitaux. Est-ce que les hôpitaux n'ont pas une part de responsabilité? Non, attendez. Non. L'hôpital n'a pas de part de responsabilité là-dedans. On a 2 options. Soit cette approche-ci, soit des bracelets électroniques qui sont plus facilement transportables et qui font que... La seule option, c'est qu'un Voilà. médecin peut te dire qu'il ne traitera pas quelqu'un qui est dans... Mais maintenant, le risque pour lui de ne pas le traiter et qu'il en meurt... Non, il a manque de obligation, sang. non, il a obligation de le traiter. Sauf que dans une autre vie, avant celle de l'université... Mais je crois qu'on a quand même eu- on a quand qu'entravé même- tel qu'il est, on a il quand même refuse une de le sortie. faire. Comme Non. un pilote d'avion Non, peut dire qu'il non. ne veut pas de ce monsieur Vraiment, qu'on est en train soyons sérieux. d'extrader ou de... Oui. Cette chaîne-là qui est là au pied Oui. n'a aucune incidence sur la perfusion. Vraiment pas. Et sur sa santé? Même pas sur sa santé. Est-ce que c'est la Je veux dire, chaîne-là qui fait que le fait liquide qu'il ne se circule coupe, pas? le fait qu'il Auréole, soit... dans une autre vie que celle d'enseignant, j'étais cadre au ministère de la Santé Non, publique. non. Et je vous dis, vais vous reprendre. ouais, monsieur Est-ce que Dikam. vous savez qu'une partie de la guérison Monsieur- est ici? Ça, c'est autre chose. Non, On c'est- ne parle pas de non, guérison. non, ça en tient. Charles, Ouais. laissez même la tête. Laissez la tête, ça dit que Je peux vraiment, parler. on est humain. Si c'était son Mais père, je vais arriver à l'humain. Après, j'analyse d'abord la photo. Messieurs, le docteur Bitunga a la parole. J'analyse d'abord la photo Oui, allez-y. avant d'humaniser selon votre orientation. J'analyse d'abord la photo. Moi, j'ai vu stagiaires dans des formations sanitaires, des bandits arriver à demi-mort, qui ont été pris en charge sans 5 minutes. Et 30 minutes après, étaient parvenus à escalader la formation sanitaire. Vous savez ce qui est arrivé à ces responsables de la formation sanitaire? C'est que c'est des choses que, quand on met de l'affect, on perd parfois même le peu d'objectivité qui structure une république. Moi, je dis que pour quelqu'un de son âge, la prise en contexte peut faire que une autre option que celle d'une chaîne peut être apposée. J'ai parlé du bracelet électronique. Mais ne me prêtez pas vos mots pour que je me sente votre ami. Ou bien même la possibilité, allons-y. Vous avez tout à l'heure semblé balayer du revers de la main la responsabilité même du personnel soignant. Mais j'ai dit que le personnel soignant ne peut pas enlever cette chaîne. Il ne vient pas là comme un citoyen normal à la formation sanitaire. Il vient sortant d'une prison pour être pris en charge
à l'hôpital, n'est-ce pas? Docteur Aristide Bitouga, permettez que je termine. Oui. On a eu une sortie d'un cadre de l'ordre des médecins, justement, qui s'offusquait de ce que ce type d'image ne soit visible que dans les hôpitaux publics et qui envisageait d'organiser des formations à l'intention des médecins, justement, pour qu'on ne puisse plus revivre ce type de fait. Ça veut dire que, d'une part, l'ordre des médecins reconnaît que le personnel soignant a une part de responsabilité. Bien sûr. Mais attendez. Non. Je vous ai dit, et je reste péremptoire là-dessus. Oui. Ce monsieur a un statut particulier. C'est quelqu'un qui est en détention provisoire, et là, le débat peut se faire. Un an après, n'a pas encore été jugé. Un an après, quelqu'un n'est pas jugé, il est toujours dans nos prisons, et il se retrouve malade et arrive à l'hôpital. Sauf que le médecin qui le reçoit n'est pas juriste. Dans la dimension de est-ce qu'il a été jugé ou pas, tous ces autres-là, le médecin délivre le soin. Maintenant, la dimension psychologique que nous autres on enseigne dans les écoles de santé publique, que la guérison, ce n'est pas que le médicament qu'on vous administre, c'est également cet environnement autour du malade qui participe. Ça, c'est un autre débat. Mais qui relève toujours, la psychologie qui relève toujours de la médecine. Oui, mais ça dit que le médecin n'a aucune incidence sur la chaîne. Vous comprenez? Parce que même ceux qui n'ont pas les chaînes dans nos hôpitaux subissent des traitements dégradants. Je dis, même le citoyen normal. Moi, j'ai écrit un article il y a 2 ans avec une étudiante que j'ai encadrée à l'université catholique sur la maternité de l'hôpital central, où il y avait un pavillon appelé le Kosovo. Vous avez vu ces images où des femmes qui ont fait l'objet d'une césarienne et les maris n'ont pas pu payer à temps étaient enchaînés. Ça, ce n'était pas des prisonniers. Donc, je dis que humaniser le social dans ce pays n'est pas que spécifique à ce cas. C'est que nous avons un vrai problème. Parce que si nous retournons même à Nobel ou à Kondengui, et moi j'invite les journalistes, vous que je sais assez très introduit, de faire un documentaire sur le milieu carcéral. Vous ressortirez de là traumatisé pour presque 1 an. Parce que, et c'est là où moi j'interpelle l'honorable. Et j'étais très content de savoir qu'il est sur le plateau. Honorable. Mais quelques-uns des députés allaient dans nos prisons voir ce qui se vit là-bas. Et donc moi j'ai dit, le milieu carcéral camerounais est un galop d'essai pour l'enfer. Citation de Cabral. Non, non. Quand c'est Cabral, je ne suis pas un tricheur. Quand c'est de Cabral, je dis que c'est de lui. Je dis ça, c'est mes observations pour un certain nombre d'éléments dans ma constitution. D'accord. Il ne fait pas bon vivre dans nos prisons. Et je vais chuter par là. Un ministre que je tais le nom, à l'époque Minat, interviewait sur les conditions carcérales de ces pays, avait dit « Oh, les détenus exagèrent, les prisons ne sont pas des hôtels de luxe. » Quelques mois après, il se retrouvait, lui, il n'était même pas en prison, mais dans une cellule dorée, estimait que l'espace où il était consigné, il n'y avait pas la climatisation, et il disait que la taille de l'écran plat n'était pas proportionnelle à ses attentes. Donc moi, je dis que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires doivent intégrer que l'histoire peut se retourner et se retrouver dans cette situation. Docteur. Et donc nous devons aller vers l'humanisation du social indépendamment de nos chapelles. Merci, docteur Aristide Bitouga. Dans ce tollé général, et ce depuis qu'on voit ce type d'image, aucune réaction du ministre de la Justice, aucune réaction du ministre de la Santé. Je le disais, c'est un cadre de l'ordre national, de l'ordre des médecins qui a réagi. Comment est-ce que vous analysez ces silences? Ni celui de l'administration territoriale dont dépend la pénitentiaire. Celui de la justice. Celui de la santé publique. La justice. Le docteur Manaouda Malachi. Oui. La justice dépend. Les prisons dépendent de la justice. Les gardes prisonniers, c'est pas la de la justice. Non, c'est la justice. Non, c'est la justice. Allez-y, Auréole, tu veux. Le ministre, le docteur Manaouda Malachi, moi, en mon nom propre, je vais le défendre en disant que je reste convaincu qu'il va réagir et qu'il est très préoccupé par cette affaire de Covid. C'est pas la première image, Auréole Tchoumi. Non, je sais. Je dis que pour lui, c'est un ministre qui m'a donné à moi, Tchoumi, en tant que citoyen camerounais, les garanties d'une proximité, les garanties d'une présence. Je suis convaincu qu'il va réagir sur la justice. D'accord. Mais vous êtes d'accord qu'au Cameroun, M. Laurent Esso, en fait, vous défendez les amis. C'est le meilleur disciple. Je ne connais pas Manaouda Malachi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Je veux dire, vous dites être convaincu qu'il va réagir. Oui. Pourtant, ce n'est pas la première image. Il ne réagirait pas, parce que c'est... Mais enfin, je reviendrai là-dessus. Donc, je dis ceci.
Monsieur Motte, ce sont des amis, ils savent, ils savent de quoi ils parlent. D'accord. Je dis ceci, monsieur le ministre de la pas mon Justice, ami, vous savez que c'est le meilleur disciple de monsieur Biya en matière de silence. Il faut même une thèse de doctorat pour les silences du ministre de la Justice. Mais derrière, il faut rappeler que le Cameroun a ratifié un texte adopté par les Nations Unies en 1955. Le texte énumère un certain nombre de gadgets qui ne devraient pas être utilisés en milieu carcéral, parmi lesquels les chaînes. Le Cameroun a ratifié ce texte. Et au niveau de l'administration pénitentiaire, il y a effectivement une batterie de textes qui réglementent la procédure en matière d'extraction de détenus pour les hôpitaux. Dans le cas de ce qui s'est passé hier, ce qu'on n'a pas envie de vous dire, Il devrait y avoir même c'est un pavillon pénitentiaire dans les hôpitaux. l'administration pénitentiaire à Douala, notamment, est déjà en train d'étudier le cas de ce monsieur. Après avoir eu vent de cela sur les réseaux sociaux, je peux déjà vous livrer, ici sur ce plateau, un certain nombre d'éléments. Il se dit que c'est strictement interdit pour le détenu d'enchaîner le malade sur le lit et de partir. Lorsque le médecin vient faire les soins, Le gardien de prison. le gardien de prison, lorsque le médecin vient faire les soins, il sort et il se met à la porte. Or, pour le cas de ce monsieur, les gars étaient assis en face en train de boire la bière, en face de la cantine. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Les gars l'ont enchaîné, ils sont allés boire la bière. Et c'est comme ça que les photos ont pu être prises. Et voilà, C'était pas là. voilà la raison pour laquelle les photos ont pu être prises. Voilà la vérité. Et l'administration pénitentiaire, le régisseur de la prison centrale de Douala, je peux vous le dire, n'accepte pas cela. Il ne peut pas encore peut-être prendre de postures publiques parce que les usages Auréole, je ne veux pas t'enlever la parole, mais il y a une dizaine de jours, j'ai eu à me rendre à la prison centrale justement pour rendre visite à ces prisonniers. Et j'étais avec la Majesté. Mais le monsieur qui nous a reçus, qui n'est pas le régisseur, qui est, je pense, un responsable de la discipline ou quelque chose comme ça, j'ai été extrêmement surpris, au point où j'ai interrogé 2 gardes prisonniers différents qui m'ont dit que le régisseur actuel est plutôt dans cette tendance que vous dites. Donc, et quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Je conforte donc, et je ne doute pas du fait que ceux-là qui étaient chargés de la garde de ce monsieur sont en train de subir ces affres. Allez-y, Auréole, tu me dis Je rapidement. peux vous dire que Auréole, au tu me dis Cameroun, la parole rapidement. on a un ministre, et je crois que c'est M. Meignet. Il était ministre de l'Agriculture. On l'amène dans un hôpital, dit hôpital de la Caisse. Arrivé, il se secoue, il refuse ci, il refuse ça. Monsieur Mama Fouda André ordonne, fait comprendre au chef de l'État que la vie de ce ministre est en danger. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands consultants internationaux. Pour un journaliste, c'est tronquer l'information. Aujourd'hui, la décision du ministre pour ce que vous dites là, pour un journaliste, vous comprenez que ça, le cas, avoir travaillé dans cette vous comprenez que le cas coup de tête du ministre de ce compatriote qui émeut aujourd'hui, la légèreté avec laquelle on a envie de la traiter, n'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que quand vous voyez M. Moti commence à condamner, mais il a envie de rentrer sur les marches pacifiques, ça n'a absolument aucun rapport. Le fait est là. Oui, admettons même qu'il l'ait marché et qu'on l'ait arrêté, qu'on l'ait amené en prison. Admettons même qu'on ne l'ait pas encore jugé et qu'on aurait dû le juger. Oui, laissons tout ça derrière. Sur le principe qu'il est malade et la prison l'a fait sortir pour l'emmener à l'hôpital et on l'a mis sur un lit d'hôpital, devrait-on l'enchaîner? Dernière chose, regardez la chaîne. Une autre information que je voudrais vous communiquer, c'est que comment on a su que ces gars étaient au bar? Parce que lorsqu'il a fallu lui administrer des soins, il n'avait pas de possibilité de changer de position. Je suis en train de vous révéler des éléments. Mais Auréole. Mais vous avez vu? Auréole. Non, c'est pas long. C'est pas long. Il n'avait que son pied était tendu. Il n'avait pas de possibilité de se retourner. Bon. Voilà la vérité. Écoutez-moi. Samuel Motte, alors est-ce que la justice est encore juste quand on a d'un côté des personnes qui ont marché au Cameroun sans casser quoi que ce soit, qui ont été interpellées, qui sont gardées et qui sont soignées dans ces conditions-là, et que de l'autre côté, on a des personnes, vos camarades notamment, qui ont détruit
des ponts, qui ont brûlé des biens de l'État et qui ne semblent pas véritablement être inquiétés. Est-ce que la justice est encore juste dans ce cas-là, dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans le cas d'espèce? Effectivement, est-ce qu'on a affaire à une justice qui est je voudrais juste? prendre la justice, elle doit être la même pour tout le monde. Quand on a enfreint une règle républicaine, et ça devait normalement aboutir à une sanction. Après, maintenant, les opportunités de poursuivre les là, je ne suis pas là pour pouvoir les arbitrer. Il y aura j'interroge votre regard, Samuel. C'est pour cette raison-là. On a ces deux situations-là. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que la justice camerounaise... La justice doit être la même pour tout le monde. Elle doit être impartiale. Elle doit être équitable. Maintenant, vous allez toujours avoir cette notion-là qu'on va vous apposer. C'est l'opportunité de poursuivre. À un moment donné, tous les gens qui ont cassé n'ont pas été arrêtés, les là. De la même façon que vous allez me dire, s'il y a 2 qui n'ont pas été arrêtés dans le cadre de ce que vous évoquez, il y en a peut-être certains qui ont été arrêtés. Dans le cadre également de Bembis, dans le cadre de... Attendez, mais j'en venais. J'en venais parce que vous êtes là. À la limite, vous devenez même stigmatisant. Moi, je me suis refusé de répondre sur son cas particulier. Je dois déplorer qu'une personne qui se trouve en situation d'entrave doit être, comment dirais-je, doit humainement traité. Doit être humainement traité, c'est la position de principe. Vous voulez me renvoyer sur la figure une image, je ne suis pas là pour traiter des images. Mais je voudrais tout simplement dire la meilleure. C'est un cas social. Non, attendez. Mais dans le cas, attendez, dans le cadre également de ce que les gens font dans le cadre de leur travail, il faut les respecter. Parce que là, quand vous sortez avec la sanction, les gars qui vont être sanctionnés demain ou après-demain, on va les sanctionner pour quelle raison? D'avoir fait en sorte qu'on ait pris la photo parce qu'ils n'étaient pas à leur poste. Maintenant, si on peut trouver un autre moyen de pouvoir garder un prisonnier qui est dans cette situation-là d'indélicatesse également, qui se fait soigner, s'il y a une autre solution que l'on peut trouver, il a envisagé le bracelet très bien, on le fera. Mais comprenez également que dans le cas d'une procédure, qui n'est pas une procédure spécifique liée à une personne, où on dit effectivement qu'on doit s'assurer du fait que quelqu'un ne doit pas s'évader, on trouvera des moyens nécessaires à condition que ces moyens-là puissent être conventionnels. La question que je pose, dans le cas d'espèce, est-ce que c'est la seule personne qui a été enchaînée comme ça? Non, il me semble même qu'il y a quelqu'un du Nozo également, dont la photo a également circulé, qui lui-même a perdu la vie. Il a perdu la vie. Si c'est dans le cas d'une procédure, ce que je voudrais dire, je reviens là-dessus, mais ne me reprochez pas de revenir sur les marches. Ici, il y a une loi qui existe quelque part. La première règle que nous devons faire, notre premier devoir, c'est de participer de la sensibilisation de l'éducation. Nous ne sommes pas portés à nous affranchir des règles que nous sommes communément fixées. À partir du moment où vous devez savoir qu'il y a une conséquence à ça, autrement dit, vous ne serez même pas vous Auriol Toumé en sécurité. Maintenant, comment est-ce qu'on traite les gens dans les prisons? Ça, c'est notre paire de manches. Le ministre Laurent Nguesso nous a fait rire une fois, en nous disant, mais écoutez, tout le monde dit nous sommes humainement traités. Nous avons effectivement un problème de surpopulation carcérale. Sauf que lorsqu'on dit à une communauté, donnez-nous du terrain, on va construire une nouvelle prison, on va dire non, moi je n'en veux pas. Donc là également, il y a cette contrainte-là qui s'oppose, mais je ne suis pas sûr que la personne même... Vous pensez que le gardien... Attendez, est-ce que vous voulez m'administrer la preuve qu'un gardien de prison, c'est forcément quelqu'un d'inhumain? Pas du tout. Il a une autre forme d'humanité en lui. Peut-être il fait un travail. En une seconde, que vous parlez de surpopulation carcérale, on est d'accord. Mais M. Ndikame est en train de vous dire que vous avez 124 personnes qui sont incarcérées et sans jugement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas que 120 personnes, il y a également des gens qui ont... Surpopulation carcérale, lanterne de la justice, voilà. Léla, je pense que votre question n'a pas trouvé de réponse. La question était la suivante. Est-ce que ceux-là qui ont brûlé la sous-préfecture, qui ont entravé les voies, qui ont contrevenu à la loi, aucune procédure n'a été entamée jusqu'à aujourd'hui. C'est là que j'aurais voulu entendre la communication gouvernementale. C'est là où on ne s'accorde pas. Les 12 personnes, s'il vous plaît, il me semble que les 12 personnes ont été arrêtées. Il me semble, s'il vous plaît, grande publicité devrait être faite.
Ah. Mais oui. Si, je vais vous dire pourquoi. On était dans la Donc, même... c'est tout, On était dans la même... sans preuve, On parlait de aucune. cela. Non, non, non. Nous parlions... Non, le rôle. S'il vous plaît, Attendez, s'il vous plaît, Oriol nous Toumou. parlions Vous avez- de cela vous en avez début de soulevé ce débat. problème-là également. Non, c'est Avec l'autre justice avec dans la votre matière permission, de plutôt- ça a été soulevé Messieurs, sur ce messieurs, plateau en début. Oui, oui. Concernant les jugements de ceux qui ont été à l'école des enfants. Est-ce qu'il est normal que tout ça soit passé sous silence? J'ai parlé, moi, de ceux qui ont tué femmes et enfants sur le dos au nord. Écoutez-moi bien. Ce sont Sous des d'autres choses qui cieux- auraient dû... Alors que ces mêmes communicants, et du gouvernement et du RDPC, sont prompts Non. à sortir. Mais ils sont sortis la dernière non, fois non, non. lorsque leurs camarades ont été incriminés, en tout cas soupçonnés dans le cadre de la Covid. On a vu tout un membre du gouvernement sortir et parler de présomption d'innocence. Je dis, j'aurais souhaité que celui qui ouvre beaucoup les yeux là, comment il s'appelle, celui de l'administration territoriale, sorte pour parler à Tanganji. De la même manière que le ministre de la Communication, Charles Ndika. le ministre de la Charles Communication, Ndika. porte-parole du gouvernement, Charles Ndika. sorte pour condamner avec la dernière énergie Charles les actes Ndika. commis par ses camarades de parti Charles et Ndika. disent que les sanctions exemplaires seront prises, comme Bagagele est sorti pour le dire, comme s'il découvrait que c'était la Charles- première Charles- fois Charles qu'on Ndika. on frappait les gens dans un commissariat. Non, 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 il y a du 2 poids, 2 mesures. Charles Mais Ndika. et sur Non, non, cela, non. C'est une évidence. non, non, c'est une évidence. Charles- C'est une évidence. Charles Ndika. Vous êtes en train de me dire que Bembis a eu, mais ça va sous silence. Non, ils ont eu honte Charles- de communiquer. Attendez, Ah, ok, non, donc, non, non, nous non, sommes non, non, nous c'est sommes pas donc la d'accord. honte. Nous sommes C'est donc pas la d'accord. honte. Nous sommes On donc ne d'accord. communique pas. Non, 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 docteur, J'ai vu le communiqué. docteur Mais Toula. sauf que c'est pas ça. Parce Oh, que, attendez. effectivement, deux camps s'affrontent. Ah, parce que- Vous n'avez vu pas attendez. communiquer. Rassurez-vous que physiquement, ils sont... Attendez, ils sont- attendez, Mais c'est ça, c'est attendez. pas- Ils ont- ils ont- Attendez, je l'ai dit au début. attendez, parce que Voilà. vous Parce qu'ils mettez disaient, sous, ça risque de mettre vous le- mettez sous contrainte, vous mettez sous contrainte de faire un communiqué, d'en faire la publicité. Attendez. Non, Bon, mais bon il courage, faut pas je faire n'ai pas l'âge fini. écho, ça va faire l'âge Je n'ai pas écho. fini. Je n'ai pas fini. Dans On le veut- cadre des procès, parce que là, effectivement, il a soulevé ça en début de débat. On n'a pas filmé. On n'a pas filmé. Ailleurs, sur d'autres dossiers, on considère que filmer des gens dans des conditions d'indélicatesse comme ça, c'est porter atteinte à leur dignité. Et dans ce cadre-là, effectivement, vous devez plutôt féliciter la justice camerounaise. Non, il y a le mécanisme de floutage. Non, non. Le mécanisme de floutage. Mais on filme au foot pour quelle raison alors, Docteur, Toumi? Moi, ce que je retiens, Oui, oui. Laisse tomber. Et on sort, et on la sort. grosse émotion que Oui. Oriol veut faire Voilà. naître chez les Camerounais. La déshumanisation du social dans ce pays ne concerne pas que le milieu carcéral. Ah. Bon, peut-être. Tout à l'heure, on parlera d'Isakam. Tout de suite d'ailleurs. Ces immondices que nous avons là, c'est quoi si ce n'est pas déshumaniser les citoyens dans nos villes? Moi, je crois que le cas des 124 militants du MSC qui sont en Bastille montre la difficulté qu'il y a dans ce pays à être de l'opposition. Ne me voyez pas sourire sur votre plateau. Au quotidien, dans les zones reculées, c'est des coups de fil que nous recevons de nos militants qui, parce qu'ils portent un t-shirt de Cabral, se retrouvent dans des gendarmeries. Parce que lorsqu'il a passé 2 jours, 3 jours, c'est une manière de briser sa psychologie, de briser son élan militant. Et vous l'appelez la semaine d'après, vous dites que... C'est dans quel village ça? Mais je vous parle des réalités de Non, chez ce sont vous. des réalités. Même dans le camp, même dans le camp. non, à c'est Sierra pas- de à- Gros, à- À ce moment-là, Mais je vous dis- surtout pas dans il le ne te camp. dit pas qu'il ne veut pas venir. Non, Il surtout pas il dans trouve le un camp. prétexte. Et je Parce vous qu'il dis, il a déjà peur. et je vous dis cette violence Surtout pas dans le camp. disproportionnée de ce Bien régime sûr, bien sûr. fait en sorte Celui dont que il parle, nous qui dans le sommes camp, de celui dont l'opposition, il parle, Je peux vous raconter. quand on l'appelle Eh, pour une monsieur, activité monsieur après, honorable, il ne vient Quand on est d'accord, Messieurs, on quand on est s'entend d'accord, plus, on est on d'accord, s'entend non. plus. Et quand on n'est pas d'accord, c'est ce qu'on n'est pas d'accord, non. Je dis Si ça que peut vous plaire, non. s'il y a un militant qui s'est arrêté quelque part, quel que soit l'endroit, à le fin fond de Cameroun, moi, le militant du RDPC, là, je condamne. D'accord. C'est clair? Ah, mais sauf que vos condamnations n'amènent Ben, pas si, les CB zélés Sam, c'est zélés vrai, dans nos Je ne crois villages pas, de pouvoir le je faire. ne crois pas ce que vous dites. Ah, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas quoi? Parce que c'est au cœur de votre Je ne logique de crois pas gouvernance, ce que vous dites. déshumaniser, Mais vous dites simplement terroriser quelque le chose. Camerounais C'est ça. pour Sam, éviter c'est vrai, d'avoir des vous sons dites ça locaux comme différents. Merci messieurs, merci messieurs. Alors, les villes de Yaoundé et Douala ont vécu ces derniers jours au rythme des ordures et pour cause d'une grève des employés de la société Isakam est venue rappeler aux uns et aux autres l'importance de ces travailleurs qui, disons-le, réclamaient 3 mois de salaire, des mois impayés. Alors, docteur Aristide Bikutunga, qu'est-ce que vous pensez de la grève qu'ont menée ces derniers jours les agents de la société Isakam? Il y a 2 semaines très exactement, je prenais part à un colloque On va y aller en rapidement. l'hommage de Jean-Marc Ella à Yaoundé, Oui. organisé par le département de sociologie avec à sa tête le professeur Le Kaïsomba. Et un des intervenants, l'illustre sociologue Nandongo, Le professeur? le professeur, voilà, que vous connaissez très bien. Parlant de l'état du social au Cameroun, a présenté le Cameroun comme, retenez-le,
une kakistocratie. Et lorsqu'il s'est mis à décliner les caractéristiques d'une kakistocratie, il dit que c'est une société qui produit les déchets, une société qui produit les mauvaises odeurs, une société qui produit les caca. Ce sont ces mots. Au sens propre. Non, toutes les sociétés industrielles sécrètent plus de déchets et de caca. On n'a plus beaucoup de temps. On va y aller rapidement. Alors, cette société que vous décrivez et que nous avons en partage, vous connaissez des rues caca à l'étranger? Pas du tout. On a dit produit, hein, on n'a pas dit... Mais je dis, non, mais qui produit? Pour dire qu'au Cameroun, on a des avenues qui s'appellent avenue caca. J'en parle parce que je suis double résident à Yaoundé et à Douala. Un peu de pudeur quand même. C'est pas de la pudeur, mais c'est cette nauséabondité que vous nous servez, vous du RDPC. Et le dire, c'est pas question de pudeur, c'est plutôt vous à raviser vos politiques publiques. Parce que ça n'a pas de sens que dans une société normale, que nous puissions vivre à côté des tas d'immondices. Et que le dire, vous me dites qu'il faut de la pudeur. Honorable, quand c'est bon, je sais dire que c'est bon. Et quand c'est pas bon, il faut le dire également que c'est pas bon. Très bien. Pour que ça amène les choses à changer. On n'est pas contre. Et donc, la grève des travailleurs d'Isakam, si nous l'analysons ici là par le mauvais bout, c'est plutôt ces grévistes-là que nous allons attaquer. Alors qu'eux, ils ne sont que la conséquence de quelque chose de plus grave. Quelle est la place du bien-vivre dans ce régime qui nous gouverne? Ils s'en foutent pas mal de savoir si nous vivons bien ou pas. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et donc, si vous prenez la grève des gens d'Isakam comme une affaire des gens qui veulent mettre, parce que c'est ça, ils veulent mettre à mal le régime, alors qu'on est à quelques mois de la CAN, ça va renvoyer une mauvaise image. Voilà les vrais manipulateurs, pas cette photo que vous avez publiée. Le RDPC ne vit que de la manipulation. D'accord. Parce qu'on ne peut pas accuser ces grévistes alors que des gens travaillent à faire quelque chose d'extraordinaire. Je vis en Dogbon-Auréole. 3 jours de d'objets collectés. Mais je vous dis que c'est des collines d'ordures que moi j'ai vues en Dogbon. Donc ça veut dire que ces soldats de la saleté, c'est des gens qui doivent être même célébrés, chouchoutés. Mais qu'ils en arrivent à avoir 3 mois d'impayés de salaire, monsieur l'honorable. Je vous l'ai dit, vous êtes le député du rural. Vous êtes le député des couches vulnérables. Et c'est ça qui m'a séduit chez vous en tant qu'homme politique. Et donc, sur des questions aussi importantes que celle-là, que des gens vivent à Douala, ils ont des familles à nourrir, ils ont des enfants envoyés à l'école. On sait pertinemment que Isakam n'a pas une mauvaise santé financière. Mais que ces gens fassent 3 mois d'impayés. Et ça n'aime pas la République. C'est un geste banal. C'est autre-là. Il faut le dire avec la dernière énergie. Il faut que le régime en place puisse accepter tout au moins, s'il ne décentralise pas l'argent, mais décentraliser au moins la gestion des ordures. Oréa Tchoumi, parlons justement du système de financement d'Isakam. C'est un système où l'État paye 85% et la communauté urbaine 15%. On a l'augmentation régulière des volumes de déchets. Est-ce qu'il n'est pas simplement temps de changer de paradigme? Oui. Comme pour dire que plus la société industrielle, plus qu'elle produit les déchets. Est-ce qu'il n'est pas simplement temps, je veux dire, de changer de paradigme sur la gestion des ordures au Cameroun? Oui, je crois que l'exposé fait par le docteur Bitouga est magistral. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, c'est en 2004 que la loi portant règles applicables aux communes a été adoptée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Et qu'on vous dise en 2021 que la gestion des déchets ménagers est encore une affaire d'État et de communauté urbaine, qu'est-ce que cela voulait dire? Absolument rien du tout. Le bon modèle est venu de la ville de Tchang, où la commune de Tchang avait un projet de 800 millions de francs CFA et allé vers des partenaires français, a pu trouver 600 millions, l'État lui a donné 100 millions et lui-même il a mis 100 millions. Et aujourd'hui, il se bat tant que mal à apporter un petit coup de souffle dans cette... Il veut dire tant bien que mal. Tant bien que mal, oui, non, mais j'ai bien compris. Oui. Pourquoi tant bien que mal? C'est déjà... Ça ne coule pas de source, n'est-ce pas? Mais c'est déjà un bel exemple. Ah, d'accord. Écoutez Lila. Écoutez, je suis gêné. Si M. Maud fait ça, ça va beaucoup me déranger. Ça va me déranger parce que j'estime que le député ne défend pas le gouvernement, il contrôle l'action gouvernementale. Exact. Ça va me déranger Voilà. d'avoir affaire tout le temps à des députés qui viennent défendre le gouvernement. Nous sommes en train de dire ceci. Nous vivons dans des quartiers
nous avons des marchés. Nous voyons nos frères et nos sœurs qui travaillent à Isakam et, attention, qui travaillent jour et nuit, qui ont des services de car. Quand vous regardez à quoi ressemble un marché, le soir, vers 17h, 18h, vous vous dites incroyable, mais en revenant le matin, tout est propre. Sauf que ça ne marche pas. Un État ne se construit pas dans cette monotonie-là. Cette monotonie ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans 50 ans, ce sera le même principe. Ce sera la même façon de faire. Ce sera le même usage. Il faut décentraliser. Et décentraliser, c'est quoi? C'est que l'honorable comprenne qu'aujourd'hui, on doit porter beaucoup, pas seulement un peu, beaucoup de financement aux jeunes qui se lancent dans le traitement des déchets, la fabrication des biogaz et tout le reste. Pourquoi? Parce que Isakam avait annoncé ce projet-là, mais nous étions montés au créneau. Et à l'AFP, nous pensons que ce n'est pas normal que ce soit Isakam qui vous dise que nous allons faire du biogaz, nous allons faire du traitement des objets. Non. Isakam ne peut pas ramasser, Isakam ne peut pas transporter, le même Isakam ne peut pas trier et vient faire. Non. Pour une seule entreprise, c'est de trop. Maintenant, je voudrais, en une seconde, dire que je suis un peu parce qu'on va prendre des réactions, les réactions d'un ex-employé d'Isakam et d'un employé d'Isakam. Oui, j'ai vu la tournure des débats sur les réseaux sociaux, mais il faudrait dire, parce que les gens disent trivialement que Isakam n'a pas payé depuis 3 mois les salaires, mais a acheté, je crois, 100 nouveaux camions. Je voudrais dire qu'il faut faire attention. J'ai fait une petite étude et j'ai échangé avec les cadres de l'AFP là-dessus. Parfois, pour le cas de ces camions, l'argent n'est pas sorti des caisses d'Isakam, ce sont des conventions de prêt. Oui. Et la banque qui finance, les organismes qui financent ce type de convention, ont l'œil, on le regarde. Et vous disiez même d'ailleurs où est-ce que vous irez. En l'occurrence, c'est un financement de l'AFD. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que ce n'est pas à cause des camions qu'il n'y a pas de salaire. C'est à cause des factures impayées qu'il n'y a pas de l'État et des communautés urbaines. C'est ce que je veux dire. Messieurs, je propose qu'on prenne, je le disais tantôt, je propose qu'on prenne ces réactions avant de donner la parole à Samuel Motte et à Charles Duputal. Je propose qu'on prenne ces réactions. Il s'agit d'un ancien employé de la société Isakam qui a témoigné à visage découvert de ce qu'ils vivent en tant qu'employés, en tant qu'ex-employés dans ces sociétés. Et puis, vous aurez également l'occasion d'entendre un employé, mais lui, il a voulu témoigner son anonymat. On prend ses réactions et on se retrouve ici. Il a le choix. La situation de ces gars me cœur, parce que moi-même, je suis passé par là. S'ils ont grévé, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Ils vivent le machi là-dedans. Mais ils n'osent parler, ils ne peuvent pas parler, ils vivent le machi. Je peux vous assurer ça. Hein? Si vous leur tendez le micro, là, ils vont fuir. Parce que si moi j'étais encore employé là, je saurais que comme je parle là, je ne parle même plus là-bas. Mon nom va sortir, on va me licencier. On va te piéger, tu vas tomber. J'ai fait cette entrée, j'ai travaillé ici pendant 15 ans et 7 mois. De 2002 à 2017. Donc, je sais comment ça se passe là. J'ai été licencié abusivement ici parce que ici chez eux, toutes les fautes sont lourdes. Il n'y a pas une faute. On n'a jamais licencié quelqu'un ici, on a payé ses droits. Je ne suis pas sûr. Et ils ne peuvent pas vous montrer les documents de quelqu'un à qui ils ont payé les droits. Tout le monde qui licencie ici passe par l'inspection du travail parce qu'il y a des plaintes. Même sur 5 minutes de retard, on va te dire fautes lourdes. Toutes les fautes sont lourdes chez eux. C'est la pire des sociétés que j'ai vue dans ma vie. Bon, je suis entré à Isakam en 2017. Bon, il y avait constaté que depuis que je suis entré à Isakam, vraiment toute ma vie était vraiment en envers. Bon, bref, moi, une paire de 4 enfants, je ne sais pas comment je peux vivre avec ce genre d'entreprise. Parce que pour le moment, nous tombons à 3 mois de salaire. 3 mois d'ailleurs plutôt, vraiment. Ça, c'est vraiment une entreprise que même moi-même, je ne comprends pas. Oui, Isakam, c'est vraiment une entreprise que même moi-même, je suis déçu. Tous mes enfants sont là, à la maison. Vraiment, personne ne part à l'école.
Ça, c'est vraiment décourageant. Charles Dikam, une réaction après avoir entendu ces réactions. Je veux dire, à côté des salaires impayés, les employés et ex-employés d'Isakam dénoncent le mauvais traitement qu'ils reçoivent au quotidien. Oui, une fois qu'on a relevé ce qu'a dit Auréole tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre l'achat des camions et le non-paiement des salaires, mais plutôt le fait que les finances publiques sont exsangues et qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça qui est clair. Hein. Je n'ose pas aller jusqu'à dire que l'État est en faillite, mais quasiment en banqueroute. Mais ils ont quand même avancé 7 milliards sur 10 milliards dus. Maintenant, il y a manifestement un problème au niveau de la direction des ressources humaines. Et je veux me permettre ici d'interpeller celui qui est également mon aîné, M. Ngapanou, sur le fait qu'il va falloir sérieusement se pencher dessus parce que c'est récurrent. C'est récurrent. La maltraitance dans cette entreprise semble avoir été érigée en règle et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Samuel Motte, on sort avec vous. Le silence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale sur ce cas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? On est là en face d'une société. Heureusement que c'est à Samuel Motte que vous avez posé la question. J'allais mettre le joker parce que je ne peux pas parler de Grégoire. Je veux dire... Non, ce qu'ils font dans le cas dans de pareilles situations, c'est qu'ils envoient un conciliateur. Le conciliateur, c'est de dire, effectivement, essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez trouver des portes de sortie. Mais là, moi-même, j'ai failli vous poser une question. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on parle qu'on en fait jusqu'à un thème d'émission sur les ordres? C'est pas la première fois que non. Mais on en a parlé avant-hier. Il y a 2 mois, on en a parlé. Ça veut dire que là, on est en face d'une situation exceptionnelle qui ne se répète pas. Sinon, ça aurait rentré dans nos mœurs. Il arrive souvent de temps en temps comme ça. C'est pas la première fois. Je n'ai pas dit que c'est la première. En décembre 2020. Il arrive. Oh, ok, pourquoi il me coupe? Il arrive de temps en temps comme ça qu'il y a une période où on arrive que pour des multiples raisons, on n'a pas pu assurer un certain nombre de choses que des incidents puissent se produire. Mais de manière générale, parler l'épisode effectivement que je reconnais où on désignait les lieux en termes de tas d'ordures, effectivement, on est arrivé à une situation de normalité aujourd'hui qui fait que... Merci Samuel. Qui fait que... Mais en même temps... On va être coupé, on va pas être coupé, je vous promets. Les mouvements de grève également s'accommodent et tout au moins arriment leurs manifestations en fonction d'un certain nombre d'événements qui se profilent. Dans le cas de la CAN qui s'annonce. Merci Auréole Tchoumi, merci Samuel Motte, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On dit plutôt ce soir à 20h30, demain lundi à 13h30. Là, c'est désagréable. Sinon Eric va nous couper.